De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les matins. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale emploi, car en France, on manque de salariés. Il y a plein de postes à pourvoir, d'ailleurs dans tous les domaines. On va pour ça, on va parler aujourd'hui spécialement de tous les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés, des restaurants. Et on va parler en fait de tous les métiers de l'industrie hôtelière grâce à cette émission spéciale réalisée à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Et pour ça, j'ai la chance d'avoir à mes côtés tout d'abord Pierre Dericot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département commerce et territoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Christian Navet, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le vice-président général de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, spécialement en charge de l'Île-de-France. À nos côtés également Sophie Huet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la conseillère apprentissage, partenaire entreprise de l'école Ferrandi, installée d'ailleurs à Saint-Gratien en Val d'Oise. Et puis à nos côtés, Jean-Philippe Delcourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur territorial Pôle emploi du Val d'Oise. Enfin, à nos côtés également, Laetitia André, bonjour. Vous êtes directrice de l'agence Pôle emploi de Gonesse. Et Alexandre Abdoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller entreprise de l'agence de Taverny. Et puis, on a aussi un jeune avec nous. Il s'appelle Yann Aran. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes apprenti en bac pro service. Vous êtes déjà, vous, en troisième année. Et donc, vous travaillez, on peut dire, dans un restaurant, dans une brasserie même, à Paris. Et donc, avec vous, on connaîtra un petit peu sur le terrain comment voient les jeunes, comment voient l'avenir, comment vous voyez-vous l'avenir et quels sont vos désirs. On va voir si ça correspond à ce que pense la profession. On va passer la parole à Pierre Dericot qui va nous introduire les thèmes de cette émission organisée, je rappelle, par la Chambre de commerce du 95 et d'industrie, bien sûr. Quelques mots pour ouvrir cette réunion. D'abord, bien sûr, pour vous remercier tous, Pôle emploi, Ferrandi et l'UMI, d'être les animateurs, les intervenants à cette séance, mais aussi pour rappeler qu'elle se tient, cette émission, cette réunion, elle se tient dans un restaurant de l'Isle-Adam, le Purple Pub. Donc je souhaitais le dire parce que je les remercie de leur accueil et c'est un très bel établissement. Donc nous sommes tous invités à venir et à y revenir, et d'ailleurs à revenir aussi dans tous les autres restaurants de l'Isle-Adam et du Val d'Oise. Mais cette réunion se tient aussi dans le cadre d'une quinzaine, de 15 jours de la Chambre de commerce autour des questions de l'emploi. Autour des questions de l'emploi, dans les cafés-restaurants en particulier, parce que les métiers sont sous tension, comme on dit, mais dans d'autres activités aussi. Et partout, depuis lundi dernier, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, dans les Yvelines, puisque nous avons organisé cette réunion avec nos collègues des Yvelines, il y a des job dating, des ateliers, des réunions sur cette question de l'emploi. Donc nous le faisons avec grand plaisir dans le Val d'Oise, et nous le faisons particulièrement pour la cible des cafés-restaurants. À la CCI Val d'Oise, les membres élus comme les collaborateurs, on organise un certain nombre d'actions pour les restaurants, notamment une opération qui s'appelle Un resto, un cadeau, qui a commencé en juillet et se terminera en décembre. C'est pas de l'information, mais c'est de l'animation. C'est une incitation de tous les consommateurs que nous sommes à aller dans les restaurants du Val d'Oise et en y allant, de pouvoir concourir à un tirage au sort hebdomadaire. Donc chaque semaine, en allant dans le Val d'Oise, vous pouvez vous inscrire et tenter de gagner un lot tout à fait intéressant, parce que ça peut être des dîners dans d'autres restaurants, mais ça peut aussi être des bouteilles de champagne, des bouteilles de vin, des entrées, des entrées diverses dans les bâtiments et les musées du Val d'Oise. C'est très important, Pierre Dericot, c'est pour le grand public, oui, on est d'accord. C'est le grand public qui peut gagner un lot. Il y a un tirage au sort, j'imagine. Oui, il y a un tirage au sort hebdomadaire. Hebdomadaire, voilà. Cette opération a été montée par la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Avec Métro et avec Amerson. Voilà, c'est une conglomération d'institutionnels qui s'organisent pour vous faire gagner. Donc ça, c'est très important. On rappelle les dates, que c'est jusqu'en décembre. Jusqu'à fin novembre, début décembre. Voilà, jusqu'à fin novembre. Et c'est pour nous l'occasion de
d'inciter à tous à aller et revenir retourner dans les restaurants. Mais on voit quand même que les restaurants, j'espère, commencent à se remplir. On posera d'ailleurs la question à Christian Navet tout à l'heure, où en est la situation, bien sûr, de tous ces métiers, café, hôtel, restaurant. Alors, cette opération Chambre de commerce et d'industrie, Pierre de Ricot, vous venez de dire que c'est une opération nationale et qu'on s'inscrit aujourd'hui. Effectivement, on peut remercier le Purple, ce restaurant qui nous accueille, parce que le bar de l'économie, on a monté un studio éphémère dans ce restaurant pour pouvoir faire cette émission spéciale emploi Café, Hôtel, Restaurant. Donc, quelle est l'opération qui s'inscrit sur la France entière? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler, Pierre de Ricot? C'est une opération, je pourrais vous en parler plutôt sur l'aspect régional, puisque c'est la Chambre de commerce régionale qui l'organise, là je connais mieux. Encore une fois, à Paris, dans les Yvelines, dans l'Essonne, enfin, dans plusieurs départements, il y a cette semaine et la semaine prochaine, et donc on peut trouver toutes les informations et la possibilité de s'inscrire aux différents événements sur le site de la Chambre de commerce. On peut donc s'inscrire à des ateliers, à des réunions d'information comme celle-ci, des réunions de débat, mais aussi à des job dating permettant pour tous les métiers, particulièrement pour ceux en tension et dans les cafés-restaurants, c'est le cas, de rencontrer des demandeurs d'emploi, de rencontrer des professionnels du recrutement, Pôle emploi par exemple, et de pouvoir faire avancer les projets que les chefs d'entreprise ont en matière de recrutement, et ils rencontrent des difficultés. Donc c'est toute cette semaine, toute cette quinzaine, et la réunion d'aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui s'inscrit dans cette opération. Alors en plus, Pierre de Ricot, il faut quand même rappeler aux jeunes chefs d'entreprise, et peut-être ils ne sont pas au courant, que la Chambre de commerce et d'industrie est là aussi pour appuyer les chefs d'entreprise. Alors elle est là pour les appuyer à tout moment de leur vie de chef d'entreprise ou de créateur ou de repreneur, dans les démarches, dans l'information, la préparation de la création ou de la reprise, dans les démarches, les formalités de création. Pour les cafés-restaurants, c'est important qu'on en parle. Il y a des formations obligatoires, ce qu'on appelle le PEX, le permis d'exploitation, ou la formation hygiène. C'est assuré aussi, enfin c'est proposé ailleurs, mais c'est proposé en particulier à la Chambre de commerce. Tous les mois et demi, il y a une session qui est ouverte aux jeunes créateurs ou repreneurs d'entreprises, et aussi d'ailleurs aux entrepreneurs aguerris, puisque le PEX, il faut le repasser tous les 10 ans. C'est ainsi, c'est la loi qui le prévoit, et la Chambre de commerce vous propose ces formations. C'est aussi, en même titre que un restaurant cadeau qui est ponctuel, une action que nous menons pour la cible des cafés-restaurants, pas seulement dans le Val d'Oise, hein, c'est national et régional. Bien sûr. Quelles sont, Pierre de Ricot, les autres solutions de soutien que vous menez pour, cette fois-ci, spécialement les cafés, restaurants, hôtels? Alors, pour les cafés-restaurants, bien sûr, je viens de parler des formations, je viens de parler de l'appui à la création ou au développement. Il y a peut-être un point sur lequel je pourrais insister, sur l'appui à la digitalisation, l'accompagnement à la digitalisation, comme d'ailleurs à la transition écologique. C'est deux grands axes majeurs que la Chambre suit, mais elle le suit parce que la région, parce que l'État nous demande aussi de le suivre. Sensibiliser, diagnostiquer, informer et accompagner les cafés-restaurants, comme d'ailleurs tous les autres commerces, à cette question de la digitalisation, un site, une ou plusieurs pages sur plusieurs réseaux sociaux, ça c'est très important. C'est quelque chose qu'on peut accompagner, où on peut accompagner le chef d'entreprise. En matière de transition écologique, le mot est un peu pompeux dit comme ça, c'est parfois une préoccupation un peu plus lointaine pour les chefs d'entreprise, mais c'est vrai que se pose la question dans les restaurants des eaux, des huiles, des déchets. Se pose aussi la question de la consommation des fluides électriques, gaz. Et là aussi, il y a des diagnostics que nous proposons pour économiser la consommation de fluides, économiser dans la gestion des déchets. Ce qu'on aime aussi, c'est quand plusieurs entreprises, plusieurs commerces d'un même quartier, d'une même commune travaillent dans ce domaine, avec la mairie, comment on peut finalement faire une opération de notoriété, de communication sur le fait que ces entreprises se sont mobilisées. Alors, sur la question de digitalisation, c'est un point, mais aussi sur cette question de développement durable, transition écologique. Donc environnement et développement durable, c'est un thème qui commence à prendre forme dans les cafés, hôtels, restaurants, pour mieux gérer les déchets surtout.
par exemple. Chez beaucoup, la démarche a déjà été lancée, hein, bien sûr. Hein. Et d'ailleurs, elle est obligatoire pour tout ce qui est l'eau, l'hygiène, bien sûr, les huiles, etc. Mais sur d'autres sujets, je pense à l'électricité, aux consommation d'électricité, consommation de gaz, les terrasses, comment on les éclaire, comment on les chauffe. Là, il y a des questions qui se posent. C'est-à-dire, on veut faire mieux et consommer moins, c'est ça la question ? Faire mieux et consommer moins, ça c'est l'idéal de tous. Hein. Donc oui, bien sûr, c'est ça. Merci Pierre Dericot. Donc on rappelle cette émission spéciale aujourd'hui sur l'emploi, notamment pour les cafés, hôtels, restaurants. Et à mes côtés, j'ai donc Sophie Huette, conseillère apprentissage partenariat entreprise pour l'école Ferrandi, Christian Navet, vice-président général de Paris-Île-de-France pour l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, Jean-Philippe Delcourt, directeur territorial de Pôle emploi en Val d'Oise, Laetitia Entré, directrice de l'agence Pôle emploi de Gonesse, Alexandre Abdoul, conseiller entreprise sur l'agence de Taverny, et Yann Aran, qui est apprenti en bac pro, et Joséphine Xavier, qui est également juriste à l'UMI. Alors on va poursuivre cet échange sur ce thème. On va passer la parole tout de suite à Christian Navet, si vous voulez bien. Christian Navet, vous êtes le vice-président général de l'UMI, Paris-Île-de-France. C'est l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Avant de parler de l'emploi, j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu l'UMI, qui elle regroupe. Et puis surtout, la question, c'est comment ça se passe au niveau du redémarrage de l'activité après cette pandémie. Bonjour à tous. Mais en quelques mots, l'UMI, c'est une organisation patronale qui compte à peu près 40 000 adhérents sur le territoire national. L'objectif d'une organisation patronale, c'est aider les chefs d'entreprise dans la gestion du quotidien, que ce soit pour le juridique ou le social. Et chacun sait que ces derniers temps, ça a été très compliqué pour l'industrie hôtelière et nos adhérents nous ont sollicité de très nombreuses fois pour les aides, etc. Voilà en quelques mots ce que nous faisons. Le plus important, je pense qu'aujourd'hui, c'est de dresser un état des lieux d'activité de notre secteur depuis la réouverture de nos établissements. Alors la province, bien sûr, a bénéficié d'une fréquentation excellente sur la quasi-totalité du territoire depuis le mois de juin. Par contre, Paris et les départements de l'Île-de-France ont assez bien travaillé en juin. Malheureusement, en juillet et août, comme en 2020 d'ailleurs, à peu près un petit peu plus en 2021 qu'en 2020, mais la France des touristes étrangers, ça a été, on l'a très ressenti, et donc la fréquentation a été absolument mauvaise, à telle enseigne que de très nombreux hôtels sont restés fermés. 70% par exemple des hôtels à Paris intramuros sont restés fermés pendant juillet-août. Ça commence un petit peu à réouvrir aujourd'hui, parce que les salons recommencent, on voit une activité qui recommence également. Donc ce que vous voulez dire, c'est que c'est plutôt Paris et l'Île-de-France qui a le plus souffert. Oui, tout à fait. Tout à fait. Même les petits départements, comme je vais en citer quelques-uns, le Lot, l'Aveyron, les départements du centre de la France ont très bien travaillé, les côtes aussi, mais vraiment l'Île-de-France a souffert du manque de touristes qui n'étaient pas encore revenus chez nous. Hein, Est-ce que vous pensez que ça va mettre en péril certains établissements ? Évidemment que ça peut mettre en péril certains établissements. Si jamais l'activité ne reprend pas très rapidement, certains ne vont pas pouvoir tenir longtemps. Hein. Déjà avec la pandémie, rester fermé pendant des mois, ça a été compliqué, malgré les aides. Et donc, il faudrait vraiment que ça reprenne assez rapidement. Alors, en septembre, l'activité un petit peu a repris. Elle est différente, évidemment, selon les départements de l'Île-de-France, selon les entreprises. Mais compte tenu du beau temps, ceux qui avaient une terrasse ont très bien travaillé. Par contre, à l'intérieur de ces établissements, il n'y avait pas grand monde. Il faut savoir que certaines communes de l'Île-de-France, Paris également, ont autorisé des terrasses beaucoup plus importantes que d'habitude, avec une réglementation bien spécifique pour ces terrasses, comme le démontage fin octobre, une réglementation de fermeture à 22 heures, etc. Et ceux-là ont très bien travaillé. Par contre, ceux qui n'ont pas de terrasse, malheureusement, il y en a quelques-uns qui sont restés fermés encore. Donc,
Et puis des questions... Excusez-moi, monsieur Navet, mais je vais vous demander de vous rapprocher le plus possible de votre micro parce que quelquefois on vous entend très mal. Alors, on va donc... on a bien compris qu'avec la réouverture des établissements, ça donnait quand même un meilleur souffle, notamment à Paris et la région Île-de-France. Mais quand même, on a remarqué que les établissements manquent de 3000 salariés en Île-de-France et 100 000 en France. Donc, quelles sont les difficultés rencontrées voilà, comment ça se passe donc en ce moment? Alors, au lieu des problématiques que nous avons pu rencontrer au moment de la réouverture de nos établissements, la plus grosse a été évidemment le recrutement. On s'est aperçu que malheureusement beaucoup d'entre eux, pendant la pandémie, avaient été chercher ailleurs du travail. Est-ce que vous avez un retour en tant qu'union syndicale, est-ce que vous avez un retour sur pourquoi les salariés ne sont pas revenus? Où sont-ils partis? Alors, ils sont partis dans des professions peut-être satellites à la nôtre, c'est-à-dire ceux qui vendent des fours, qui vendent de la vaisselle, etc. Et puis dans d'autres secteurs, parce que de toute façon, nos salariés sont reconnus pour être des bons vendeurs, être agréables, ils ont quand même beaucoup de qualités. Et donc, ces qualités sont reconnues par beaucoup et ils ont trouvé facilement du travail. Donc 100 000 salariés nous manquent aujourd'hui sur le territoire national et dont 30 000 en Île-de-France. Alors déjà, nous avions des métiers en tension comme les étages, le service, la cuisine, la réception. Et donc ça n'a fait qu'aggraver les choses, cette pandémie. Donc maintenant, alors évidemment les raisons les plus invoquées, on les connaît tous, hein, c'est les conditions de travail, le travail en coupure. C'est quand même quelque chose de très difficile à subir pour un salarié, rentrer chez lui et puis repartir travailler pour le soir. Les salaires, les horaires, le travail le week-end. Donc pour avoir une vie de famille, certains ont quitté la profession pour retrouver cette vie de famille. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a de nouvelles idées qui émergent pour justement compenser ce que vous dites? C'est-à-dire, on a bien compris les horaires, le fait d'avoir des coupures, effectivement, des longues plages horaires de pause, ça ne plaît peut-être pas aux salariés. Comment réfléchit le secteur? Alors, vu ces conditions, évidemment, quelques établissements, on ne peut pas dire que l'ensemble des établissements a réfléchi, parce que il y en a, c'est pas possible, non pas qu'ils réfléchissent, mais d'autres possibilités sont difficiles à avoir. Donc, quelques établissements se posent des questions aujourd'hui, d'une journée de fermeture peut-être supplémentaire, de réduire les horaires, d'effectuer qu'un seul service, peut-être, pourquoi pas, au lieu de deux, engager 2 équipes pour réduire les heures, et l'augmentation des salaires. Alors, je rappelle quand même que les salaires sont gérés par une grille dans la convention collective. Une révision de celle-ci, de toute façon, ne peut passer qu'à travers une négociation entre les organisations patronales et les organisations de salariés. Et elle devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Mais rien n'empêche un chef d'entreprise de payer un salarié au-dessus de la grille des salaires. Bien sûr, évidemment. Qui peut le plus peut le moins. Ça, je pense que le salarié sera tout à fait d'accord à être payé plus que la grille salariale. Mais est-ce que c'est réaliste, hein, ce souhait? Est-ce que notamment, je pense aux TPE, parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises. La plupart des entreprises de notre secteur, ce sont des toutes petites entreprises. Les grosses entreprises sont en minorité par rapport aux petites entreprises. Donc de toute façon, pour une réorganisation d'une entreprise, elles doivent être prises avec prudence et pour éviter de mettre en péril l'outil de travail. Évidemment, il faut, et de ce fait en plus que les salariés qui y travaillent. Donc on doit être très prudent à ce qu'on peut décider. Voilà. Alors, on va quand même coller un petit peu à l'actualité, si vous voulez bien. Il a été annoncé que les pourboires ne seraient pas taxés. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce un peu marketing, il faut peut-être l'avouer? Alors, il y a 2 réponses. D'abord, je ne pense pas que les pourboires aient été déclarés avant.
Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est en fait la disparition des espèces fait que les pourboires ont disparu également. Alors, on ressent depuis longtemps là, cette disparition de pourboires. Oui, au fur et à mesure, elle n'a fait qu'augmenter. Maintenant, quasiment tous les clients payent en carte bleue, alors qu'avant c'était beaucoup d'espèces, c'était quelques chèques. Maintenant, ça n'est qu'en carte bleue. Est-ce que vous envisagez de faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire que dans le ticket apparaît une ligne où il y a marqué pourboire? C'est difficile, il faut une réglementation pour ce genre de choses. Et puis, en plus, avant de parler de ce genre de transaction, de mettre le pourboire sur la carte bleue, il va falloir que les textes sortent, parce qu'il va falloir quand même encadrer ce genre de choses. On sait que nous payons, nous par exemple, alors on n'y a peut-être pas pensé, mais on paye un pourcentage sur les cartes bleues. Voilà, donc on va payer peut-être un pourcentage sur le pourboire qu'on va donner aux salariés. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on aimerait bien que vous soyez un peu plus explicite. Plus explicite. Alors en fait, lorsque les coûts des transactions des cartes bleues, ça nous coûte une transaction de carte bleue, il y a un pourcentage que prend la banque. Bien sûr. Donc vous voudriez négocier avec la carte bleue pour qu'il n'y ait pas de pourcentage sur les pourboires, c'est ça que vous dites? Au moins sur les pourboires, oui, parce que là, du coup, enfin, peut-être que personne n'y a pensé ou que personne n'en a parlé aujourd'hui, mais il va bien falloir en parler à un moment donné. Et donc, il va falloir aussi peut-être que l'État mette un maximum, etc. Parce que quid du montant des pourboires, on va donner 10 €, 5 €, voilà, il va peut-être falloir mettre une ligne spécifique. Il va falloir encadrer ça avec un décret. Ça veut dire que, en fait, le pourboire deviendrait fixe finalement? En fait, s'il y a une mesure, s'il y a une loi. Non, pas spécialement fixe, mais il y aura certainement, enfin l'État, à mon avis, mettra un maximum par rapport à un pourcentage par rapport à l'addition. Il y aurait un pourcentage, j'imagine, voilà, à calculer. Oui. Donc, je pense, maintenant... Est-ce que vous pensez que ça, c'est une mesure que vous allez réfléchir dans les prochains mois? De toute façon, oui, on est actuellement en négociation avec... On parle très souvent avec les ministères, etc. Et il y aura certainement des rencontres avec le ministre qui s'occupe de ça pour bien encadrer, bien penser à ce genre de nouveautés. Si vous voulez bien, Christian Navet, je vais un petit peu résumer ce que vous venez de dire. Donc, les différentes, j'allais dire, ouvertures pour attirer et garder les salariés, notamment dans tous ces métiers, café, hôtel, restaurant, où on a beaucoup de petites entreprises. Alors, ce serait augmentation des salaires, mais bon, voilà. L'une d'autres idées, ce serait la réduction des horaires, peut-être faire qu'un seul service lorsque les horaires, lorsqu'il y a trop d'amplitude de plage horaire de pause. Peut-être faire donc un seul service. La négociation des pourboires, une mesure que vous allez réfléchir dans les prochains mois, et une mesure à entamer, à discuter avec le gouvernement, bien sûr. Est-ce que alors on n'a pas parlé de la pénibilité? On a parlé un petit peu des horaires, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a la saisonnalité, il y a le fait qu'on reste en station debout prolongée, il fait chaud, il fait froid, on travaille dehors, on travaille dedans. Est-ce que là, il y a d'autres solutions qui sont éventuellement envisagées, Christian Navet? Si j'exagère un petit peu, il y a la robotisation. Mais non, pour être sérieux... Voilà, c'est un métier que l'on connaît. Il y a beaucoup d'autres métiers avec des stations debout, comme les coiffeurs et d'autres métiers, où là, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, à part peut-être demain mettre des buffets dans tous les restaurants, et ce sont les clients qui vont se déplacer. Mais je ne pense pas que le client admettrait ce genre de choses. Donc, vraiment... Christian Navet, je rappelle que vous êtes vice-président général de Paris-Île-de-France pour l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. On a brossé un petit peu le tableau de ce qui pêche pour séduire les salariés, c'est-à-dire les salaires, bien sûr, la réduction peut-être des horaires, peut-être faire un seul service, la négociation des pourboires, et on a justement entendu depuis hier que le gouvernement réfléchissait à ne pas taxer les pourboires. Mais tous ces sujets, finalement, j'avais envie de dire, est-ce que ça séduit les salariés? Est-ce que c'est eux qui demandent ces mesures, ou bien est-ce que ce sont les employeurs qui réfléchissent à mieux s'organiser pour séduire les jeunes générations?
D'un côté, les entreprises, les chefs d'entreprise, évidemment, réfléchissent à de nombreuses solutions, mais traditionnellement, de toute façon, les organisations syndicales de salariés et patronales se rencontrent et mettent un certain nombre de problèmes sur la table, et ils réfléchissent aux solutions qu'elles peuvent trouver ensemble pour, évidemment, améliorer les conditions de travail des salariés. Parce que le problème, vous disiez faire un seul service, mais ça reviendrait pratiquement à faire un genre de mi-temps, non? C'est pas ça, l'idée? Bien sûr, mais encore une fois, je crois que chaque entreprise doit trouver une solution, mais elle n'est pas bonne pour tout le monde. Ce que je vous dis là, si quelqu'un, un restaurateur, entend que je propose ça, il va me traiter de fou, bien entendu. Mais il y a peut-être quelques entreprises qui peuvent le faire, ou alors peut-être faire un service, par exemple, le samedi, parce que le samedi soir, il n'y a personne. Donc voilà, c'est à chacun de trouver sa solution, parce que nos entreprises sont tellement différentes, même dans une ville, dans une commune, les entreprises ne travaillent pas du tout avec les mêmes clients. Bien sûr. Il y a une autre problématique, c'est par exemple le télétravail. Il va falloir aussi réfléchir à la nouvelle forme de service, parce que le télétravail, vous aviez des clients qui sont autour de votre restaurant, tout d'un coup ils ont disparu parce qu'ils travaillent de chez eux. Donc tout ça, c'est des nouveautés. Lorsqu'il a fallu faire l'emporter, quasiment aucun restaurant n'était équipé pour faire de l'emporter. Et on s'est équipé et on a fait de l'emporter. Donc c'est à chacun de trouver effectivement. Il y a certains restaurants ou certains hôtels qui ont des clientèles d'entreprise, d'autres qui ont des clientèles de particuliers. Effectivement, chacun doit s'adapter. Si vous voulez bien, Christian Navet, on va poser la question au jeune apprenti qui est avec nous aujourd'hui, c'est Yann Aran. Alors Yann Aran, vous êtes en bac pro service en salle à la brasserie, on va la citer, la Lorraine à Paris. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces mesures en réflexion citées par Christian Navet? Est-ce que pour vous, c'est pénible d'être debout? Est-ce que vous ne ressentez pas du tout le besoin? Comment vous je voudrais négociez? revenir sur les horaires, et je voudrais dire aux jeunes, s'ils nous écoutent, oui, ça existe, les horaires fixes. Moi, j'ai la chance déjà d'évoluer dans un grand groupe qui s'appelle le groupe Bertrand, dont la brasserie La Lorraine appartient. Et donc oui, moi, j'ai la chance de faire des horaires fixes de 8h à 16h, donc sans coupure. Je n'ai jamais été appelé pour refaire le service du soir, par exemple. Donc oui, ça existe dans certaines grandes entreprises, bien sûr. Après, peut-être dans les indépendants également. Il faut une grosse structure, il faut du personnel. Nous, par exemple, je vois qu'on est 150 employés en tout. Il y a une équipe du matin, une équipe du soir. Il n'y a seulement que les maîtres d'hôtel qui font de la coupure, par exemple. Voilà. Ou certains chefs de rang, mais c'est de l'arrangement. Mais après, je rejoins, c'est peut-être plus facile dans certaines structures, dans des grandes structures comme des groupes, des grands palaces, etc., que dans les petits indépendants. Après, sur l'affaire des pourboires, je voudrais également dire que non, l'espèce n'a pas disparu encore. Moi, j'ai encore la chance de recevoir des petites pièces ou même certains billets sur certaines tables. Après, oui, il y a un manque de redistribution. Par exemple, nous, du côté de la salle, c'est dès qu'il y a un pourboire sur une table, on est des chefs de rang. Donc on a chacun un rang et par exemple moi j'ai un rang de 50 tables. Sur mes 50 tables, à chaque pourboire qui est posé, ça sera pour moi. Il n'y aura pas de redistribution avec la cuisine ou avec le bar. Ce que vous voulez dire, Yann Aran, c'est que vous ne mettez pas en commun les pourboires. Non, c'est ça, exactement. C'est que ça, par contre, il faudrait y travailler, je pense. Ça, c'est valable pour uniquement votre établissement ou dans tout le groupe Bertrand? Alors ça, c'est dans ma connaissance, c'est que dans mon établissement. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans le groupe Bertrand, mais dans mon établissement, c'est comme ça. Et ça, vous trouvez que c'est un point que les employeurs, que la Fédération LUMI devrait réfléchir avec? Oui, quand même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour vous? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Déjà, la reconnaissance peut-être de la cuisine, parce que c'est vrai qu'on a beau dire ce qu'on veut. Dès qu'il y a un pourboire, c'est souvent pour la salle, et la cuisine ne les touche pas. Et sans cuisiner, le restaurant ne marche pas. Et donc, sans la salle, inversement. Finalement, vous seriez d'accord de partager vos pourboires également, avec les chefs, avec les cuisiniers? Avec les cuisiniers, oui. Parce que pour moi, c'est un travail d'équipe. Nous sommes une équipe, finalement. Un restaurant, ça marche avec la cuisine comme la salle. Sans l'un, sans l'autre,
ça ne marche pas. Voilà une très bonne idée, je trouve, Yann Aran. Merci beaucoup de l'avoir soulevé. J'espère que Christian Navet l'a bien noté, parce qu'il pourra en discuter en interne, évidemment, avec les 40 000 adhérents que compte l'Union des métiers de l'industrie et la Chambre de commerce et la Chambre des métiers aussi, bien sûr. Alors, Yann Aran, vous dites, moi, j'ai négocié mon contrat, finalement. Enfin, vous êtes encore en apprentissage, mais bientôt vous allez en sortir. Et bien sûr, oui, ma dernière année. Peut-être que vous resterez dans cet établissement, ça, on verra. Mais sinon, si vous deviez changer, est-ce que maintenant vous vous diriez, moi, je vais négocier mon contrat, je vais demander des horaires fixes et pas de coupure. Est-ce que ça, c'est pour vous, un souhait? Oui. Et puis, j'ai l'avantage que pour moi, ça soit possible. Vu le nombre d'employés, comme je disais, c'est possible dans mon établissement de modifier nos horaires, si vous voulez. On peut facilement être remplaçable dans mon établissement que dans un indépendant, non. Et donc, oui, pour moi, ce serait, je modifierais, oui. Mais si on vous disait, si vous étiez pris par une plus petite enseigne et on vous disait, vous avez, 3 ou 4 heures de coupure entre les services, comment vous l'accepteriez, vous? Comment je l'accepterais Ça serait difficile? Ce serait difficile, je pense, oui. Parce que déjà, quand je vois les horaires fixes de 8h à 16h dans la brasserie, c'est déjà assez intense. Ce sont des gros services. Nous marchons, certes. Parce que vous faites du continu, en fait. C'est ça, c'est exactement. C'est du service continu. C'est ouvert de 8h jusqu'à minuit. La cuisine ferme à 22h. Mais voilà, c'est du non-stop. Mais c'est hyper intéressant. On a beau être resté debout, on le sent pas. Moi, je n'ai jamais eu mal aux pieds, ou peut-être au début, mais après on prend une habitude parce qu'il y a tellement de choses à faire. Finalement, vous ne voyez pas le temps passer. Certes, vous êtes debout, mais voilà, vous avez tellement de tâches, vous avez les clients à vous occuper, vous avez votre service à gérer tout simplement. Donc ça passe très vite, Donc il n'y a pas de souci pour vous? Pour moi, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez vu une diminution des pourboires depuis que vous êtes en apprentissage, comme le disait Christian Navet? Oui, Est-ce qu'il y a quand même une diminution des montants? Oui, depuis l'affaire du Covid, oui, beaucoup. Les clients vont beaucoup, là par contre je le rejoins là-dessus, c'est la carte, l'apparition de la carte, oui. Sur des cafés, sur des softs, sur des verres au vin, etc. Là, il va y avoir beaucoup de cartes. Des vins au verre, exactement. Il va y avoir beaucoup de cartes, alors qu'avant c'était beaucoup sur l'espèce, mais oui, il y a une disparition de l'espèce qui est remarquée, hein, et une apparition de la carte qui grimpe énormément. Mais du coup, vous n'avez pas vraiment ressenti la diminution des pourboires pour le moment? Non, pas du tout. Parce que j'ai aussi, il y a aussi l'établissement où je suis, j'ai la chance d'être dans un établissement assez prisé, très connu, très haut de gamme. Donc nous avons une certaine clientèle qui peut se permettre d'avoir des espèces sur eux, et voilà. C'est pas la même chose. Finalement, je vis pas, si vous voulez, la même vie que d'un élève qui sera en apprentissage dans un indépendant et dans un groupe. Je le vois, moi je le discute avec certains de mes collègues en classe. On n'a pas du tout la même vision. On n'a pas du tout les mêmes horaires. Je vois, ça va être plus dur. Moi je dis, dans un groupe, on est beaucoup mieux. Donc, si je dois conseiller à un jeune pour changer dans la restauration, je conseille de viser plutôt des groupes fermés, même les reins sont plus solides, je veux dire, au niveau financement. Moi, je vois avec le Covid, nous n'avons pas connu un gros problème au niveau de crise économique. On avait des gros fonds derrière, donc je n'ai pas eu de problème, personnellement. Il n'y a pas eu de problème de salaire, vous voulez dire? On n'a pas eu de problème de salaire, j'ai eu mon salaire, exactement, voilà. Malgré toute cette période de pandémie, exactement, qui a été très dure, c'est vrai, pour Paris et l'Île-de-France. Et l'Île-de-France, oui. On va poursuivre cet entretien tout de suite, bien sûr, avec ce spécial emploi, je rappelle, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Cette émission spéciale emploi, café, restaurant, hôtel, bien sûr, puisque je rappelle que, comme je viens de le dire, la région Île-de-France a beaucoup souffert. Christian Navet, vous êtes le vice-président général de Paris-Île-de-France pour l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Vous avez entendu, comme moi, les suggestions très intéressantes d'ailleurs de Yann Aran. Alors, en conclusion, j'allais dire, est-ce que ça vous fait réfléchir? Quel est votre sentiment? Alors, déjà, c'est très agréable d'entendre un jeune qui est motivé. Ça, c'est quelque chose de très positif pour notre secteur d'activité. Simplement, je voulais rajouter pour les pourboires, qu'en général, c'est l'entreprise qui dicte, en fait, comment il faut distribuer les pourboires. Et certaines entreprises déjà distribuent entre la cuisine et la salle. Mais ça, c'est au chef d'entreprise de dire comment on fait dans son entreprise.
Et après, d'une fois que c'est fait, on n'en parle plus. Donc ça existe déjà, ça, la distribution entre la cuisine et la salle, ce qui est bien parce que ça récompense tout le monde. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci Christian Navet. J'avais juste envie de rajouter, effectivement, parce qu'on demande toujours aux jeunes d'être motivés, d'être sympas, d'être polis, c'est vrai. Mais il faudrait peut-être aussi voir côté chef d'entreprise, eux aussi, il faudrait peut-être qu'ils s'améliorent un petit peu et qu'ils acceptent de négocier, d'être plus souples. Je pense que là, vous êtes d'accord avec moi. Bah écoutez, il faut, oui, évidemment, il faut être un chef d'entreprise, un bon chef d'entreprise, et ça fait partie des qualités qu'on doit avoir. Et de toute façon, il n'y a qu'un jugement, c'est celui du client. Si le chef d'entreprise n'a pas son sourire pour accueillir, etc., il doit aller ailleurs, le client. Voilà ce que... Merci Christian Navet pour cette intervention. On reviendra peut-être avec vous tout à l'heure sur la mutualisation des métiers et peut-être que ça peut aussi être une autre possibilité. On va tout de suite passer la parole à Jean-Philippe Delcourt. Au bar de l'économie, aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale emploi sur les métiers CHR à l'initiative, CHR ça veut dire café, hôtel, restaurant, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Et à mes côtés, tout de suite, on va passer la parole à Jean-Philippe Delcourt. Jean-Philippe Delcourt, vous êtes le directeur territorial de Pôle emploi en Val d'Oise. Alors, on va parler tout de suite cash. Vous faites 2 semaines dédiées à l'hôtellerie, les cafés, les hôtels et la restauration dans le Val d'Oise. Qu'est-ce que ça veut dire comme opération pour vous, Pôle emploi? Pôle emploi qu'on critique souvent d'ailleurs, à qui on dit, mais de toute façon, ils ne s'occupent pas de moi. Quand je veux les appeler, ça ne va pas. Enfin bref, donc on va brosser un peu le tableau de Pôle emploi nouvelle mouture, si je puis dire, parce que c'est nouveau quand même. Et puis il faut l'avouer, vous avez 70 conseillers dédiés à l'aide à l'embauche. Ça laisse de quoi faire pour le Val d'Oise. Ah, totalement. En effet, Pôle emploi, en effet, nous avons un peu de 300 conseillers qui accompagnent les demandeurs d'emploi dans leurs projets professionnels et 70 conseillers, en effet, dédiés à l'entreprise, dont Alexandra Doul est le représentant, en effet, pour accompagner les entreprises dans leurs projets de recrutement et trouver des solutions qui vont bien face à leurs difficultés de recrutement ou tout simplement à leur recherche de compétences. Alors, je vais faire un petit détour, en effet, sur Pôle emploi. C'est quoi aujourd'hui Notre principale mission, c'est de faire en sorte que l'offre rencontre la demande et donc que les demandeurs d'emploi rencontrent l'entreprise et que l'entreprise rencontre les demandeurs d'emploi et du coup les compétences dont ils ont besoin. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est que les offres n'arrivent pas à Pôle emploi, les chefs d'entreprise passent autrement. Comment vous pouvez faire pour pallier à ce souci ? On va y venir. Alors c'est vrai que c'est un vrai sujet. Pôle emploi capte environ 10% des offres du marché, ce qui représente sur le deuxième trimestre 2021 à peu près 500 offres sur le département du Val d'Oise. Face aux nombreux besoins que j'ai entendus tout à l'heure, finalement, c'est relativement peu. Au regard des besoins, sachant que ces offres concernent quand même principalement de grandes enseignes. C'est en clair, on est sur les chaînes de restauration rapide, sur les Buffalo Grill, les chaînes comme cela, avec quand même quelques TPE-PME, et tout à l'heure on verra un exemple, qui passent par nous, soit lorsqu'ils ouvrent des restaurants, soit quand ils cherchent des compétences. Et en effet, notre mission, c'est bien de travailler pour tous. Et nos conseillers dédiés entreprises, en effet, ont bien vocation à aller à la rencontre des entreprises, et notamment de l'hôtellerie, restauration, café, bar, brasserie sur notre territoire, en effet, pour aller identifier les besoins, proposer des candidatures. Alors c'est vrai qu'en effet, dans notre mission, on a chaque agence, tous les mois, organise environ 8 événements qu'on appelle des hashtags tous mobilisés pour l'emploi. Donc les fameux hashtags TOM. Il y a 3 objectifs à cette action. Le premier objectif, c'est de faire découvrir des métiers ou des entreprises, dont en effet les métiers de l'hôtellerie-restauration. La deuxième chose, c'est favoriser l'entrée en formation pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent se former, notamment dans les métiers en tension. On a 2 gros axes en ce moment avec différents acteurs, organismes de formation ou partenaires en effet pour faire entrer et former des jeunes et des moins jeunes aux métiers, notamment de l'hôtellerie-restauration. Et le troisième axe, c'est de faire en sorte d'organiser des job dating. Donc, en présence d'entreprises et de demandeurs d'emploi, jeunes ou moins jeunes, que nous avons préparés. Et on en verra des témoignages tout de suite après avec Laetitia André et Alexandra Abdoul. En effet, ça fonctionne. Mais ça fonctionne
parce que, et on revient par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a eu un travail et une implication forte de l'entreprise, de l'employeur, qui est venu aussi proposer, vendre son métier, vendre sa marque, vendre son établissement. Hein. Et sans cela, on ne peut pas en effet convaincre des jeunes et des moins jeunes hein, à venir travailler dans ce domaine. Et c'est vraiment pour nous hein, la pierre angulaire de tout ce que l'on mène aujourd'hui, hein, c'est de faire en sorte d'impliquer les entreprises dans les recrutements. Et on voit bien qu'en effet, c'est parfois compliqué. En effet, lorsqu'on est en effet dans une TPE-PME, de mobiliser ne serait-ce qu'une heure ou deux de l'entreprise et de l'employeur pour venir présenter ces métiers et vendre et donner envie à des jeunes. Et on le voyait bien tout à l'heure avec Yann. En effet, il faut que le jeune ait envie. Et du coup, l'envie va le motiver, hein, et va le motiver du coup aussi à évoluer dans la branche, parce que la question de la tension sur le marché du travail, je la relativise toujours un peu, hein, parce que aujourd'hui, on a un peu plus de 8000 demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle emploi, qui sont inscrits dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Nous avons eu un peu plus de 800... Donc, vous voulez dire qu'en Val d'Oise, vous avez 8000 personnes inscrites dans ces métiers qui cherchent un travail dans l'hôtel et... Qui cherchent ou en tout cas qui sont inscrits, qui ont exercé ce métier auparavant. Donc, c'est le métier pour lequel on les a identifiés, on a identifié les compétences. Alors après, par rapport en effet à ce que disait tout à l'heure le représentant de l'UMI, hein, c'est en effet, est-ce que ces personnes souhaitent toujours continuer dans ces métiers-là? Est-ce qu'ils souhaitent, mais est-ce qu'il manque une partie de compétences ou de formation? Où souhaitent-ils se réorienter? Et du coup, on est, je pense, à peu près dans tous ces éléments-là, sachant que sur ces 8000 personnes, il y en a 2000 à peu près qui travaillent à temps partiel. Donc une activité, soit à mi-temps, donc soit éventuellement pour un service, pour des soirées et autres. Et qu'en gros, on en a 6000 en effet qui n'ont eu aucune activité au cours du second trimestre 2021. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour nous qui est important, parce que du coup, il y a éventuellement le potentiel. Donc on aurait un vivier, c'est ça que vous voulez dire? On aurait un vivier, et parmi ces 8000 demandeurs d'emploi, on en a à peu près 20% qui sont des primo-arrivants sur le marché du travail. Donc même en effet, parmi ceux qui s'inscrivent à Pôle emploi, qui n'ont pas travaillé auparavant, hein, il y a quand même des gens, et des jeunes et des moins jeunes, qui souhaitent s'orienter vers ces métiers. Hein. Reste en effet à trouver. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les chefs d'entreprise dans ces métiers. On a un vivier en stock. Il n'y a qu'à soulever tout ça pour que ça fonctionne. Voilà. Et derrière, notre métier à nous, Laetitia et Alexandre, elles l'illustreront tout à l'heure, c'est aussi, au-delà de ce vivier, c'est créer des envies aussi et faire un peu rêver des demandeurs d'emploi sur les métiers de l'hôtellerie-restauration. Hein. Donc tout à l'heure, je m'étais noté, finalement, on regarde ce que l'entendait de Yann et l'intervention du représentant de l'UMI, hein, H, c'est de se dire, mais il faut qu'on réenchante ces métiers. Hein. Donc Jean-Philippe Delcourt, vous, ce que vous dites en tant que directeur de Pôle emploi, c'est que finalement, les chefs d'entreprise ne font pas de marketing, pas de communication, et du coup, on n'entend jamais parler d'eux. Donc, c'est pour ça que les jeunes n'y pensent pas. C'est ça que vous voulez dire? Peu, finalement. C'est vrai qu'on entend souvent parler des métiers de l'hôtellerie-restauration hein, sur l'aspect plutôt négatif, mais rarement sur les aspects positifs. Et du coup, en effet, de promotion, je pense qu'il y a un vrai rôle des entreprises, hein, notamment TPE-PME, parce que du coup, les grandes en effet, enseignes ont leur réseau RH notamment et autres sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Mais en tout cas, pour les TPE-PME, hein, il y aura en effet intérêt hein, à faire du marketing de ces métiers et de ces enseignes pour en effet valoriser ces métiers en effet qui peuvent aussi, qui ont des avantages. On parlait tout à l'heure de services et de coupures. Parfois, certaines personnes, des coupures peuvent être intéressantes. Oui, absolument, ça dépend de chacun. Voilà. Mais c'est comment du coup valoriser en effet les avantages et l'intérêt de ces métiers. Hein. Alors, je rappelle que Pôle emploi fait 15 jours spécial des métiers du café, hôtel, restaurant. Mais avant de passer la parole concrètement à votre équipe sur ce que vous faites, on va demander l'avis par rapport à ce que vous venez de dire à Sophie Huet, parce que vous aviez l'air d'hocher la tête. Oui. Donc, est-ce que pour vous, en tant que responsable de la mise en relation des jeunes avec les entreprises, vous êtes d'accord ou vous trouvez que les TPE, PME, les cafés, hôtels, restaurants, qui sont plutôt donc indépendants, ne font pas de communication vers les écoles, comme vous l'êtes, puisque vous représentez l'école Ferrandi, pas assez de marketing vers les jeunes? Y a pas, pour moi, en tous les cas, le métier contention, c'est le service en salle, hein, ça c'est évident. Hein. On a en tous les cas, nous, sur l'école Ferrandi, beaucoup de jeunes en cuisine, en pâtisserie, mais le service en salle qui est vraiment très problématique, on a beaucoup déjà de mal à remplir nos classes. Et c'est vrai qu'il faut revaloriser ce métier-là, qui est pour moi un super métier, mais c'est vrai que principalement, les jeunes, ils l'associent à Buffalo. Voilà, ce sont des
des jeunes qui disent oui, on pose que l'assiette. Non, c'est pas ça le métier de service en salle. Yann le dira après. C'est vraiment un ensemble de choses, à apprendre tous les vins, les fromages. Il y a beaucoup de choses à découvrir par rapport à ce métier-là. Et c'est vrai que certains restaurateurs, effectivement, donnent peut-être pas l'envie de se dire venez découvrir ces métiers-là pour voir un petit peu comment ça se passe. Et ne serait-ce qu'aussi à la télé. À la télé, vous avez Top Chef, vous avez le meilleur pâtissier, plein de choses. Et la salle, qu'est-ce qu'on en fait de ces métiers ? Effectivement, le maître d'hôtel, qu'est-ce qu'ils font ? Effectivement, le fait de montrer en vidéo un plat sous la caméra, c'est très facile, alors que montrer un métier de salle, c'est peut-être un peu moins vendeur, j'en sais rien. Donc c'est peut-être plus difficile. Peut-être plus difficile, mais la salle, ils font énormément de choses. Donc il n'y a pas que l'accueil du client. Il y a aussi la vente, le conseil, le marketing. C'est tout un. Et pour vous, il faudrait séduire les jeunes de quel âge ? À qui ? De 15 ans. Donc tous ceux qui dès la troisième, dès la troisième, en fait, il faudrait aller séduire tous les jeunes qui sont en classe pour et leur parler vraiment de ce métier-là. Et c'est vrai que de pas se dire oui, mais il y a des horaires. Oui, effectivement, il y a des horaires, mais après, on peut trouver des entreprises où ils travaillent le midi. Après, en fonction effectivement des gens. Bien sûr, et puis de toute façon, il n'y a pas que ces métiers-là qui ont beaucoup d'horaires. Dans mon métier, je vois bien, on fait beaucoup d'horaires. Les chauffeurs routiers font beaucoup d'horaires. Personne ne se plaint. Les infirmières, tous les métiers dans les hôpitaux, c'est pareil. Voilà. Après, c'est en fonction effectivement de ce que souhaitent aussi les gens ou les jeunes. C'est vrai que moi, beaucoup de jeunes souhaitent aller dans les palaces. Les palaces, bien évidemment, c'est des horaires en coupure, ça on le sait. Mais après, ça peut effectivement évoluer. Vous avez sur le CV, je suis partie sur, je vais passer le nom des palaces, mais beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est. En fait, vous voulez dire que le palace, ça fait rêver, mais finalement, sur le terrain, c'est pas toujours ce qu'on pense au départ, c'est ça ? Ah oui, c'est sûr que c'est dur, le palace. C'est de l'exigence, ça, c'est ce métier-là. On va poser la question de nouveau à Yann Aran, qui est à nos côtés. Yann Aran, je rappelle que vous êtes en bac pro en service en salle à la brasserie La Lorraine à Paris. Moi, j'hésite pas à citer les noms, il n'y a pas au contraire même. Et tout comme nous sommes accueillis aujourd'hui au Purple et on fait cette émission en direct. On a monté un studio éphémère pour pouvoir faire cette émission dédiée au métier des CHR, les cafés, hôtels, restaurants. Alors justement, Yann, vous êtes en salle, vous. C'est quoi le métier en salle ? Le métier de serveur. C'est très très complet. Ça va être de l'accueil du client à un service, à un savoir-faire et un savoir-être à la française. C'est ce qui fait. Ça n'est donc pas que de poser une assiette. Pas du tout. Pas du tout. Ça va être très repoussé, ça va être très recherché. Ça va être apprendre, comme disait Madame Huette, les fromages, les vins, les découpes, la recherche des produits, la communication, le marketing. Finalement, comme je dis à chaque fois, un serveur peut faire quasiment tous les métiers du monde, si vous voulez. Il touche le marketing, il touche la communication, il touche le droit, donc le juriste. Il touche tout. Il touche tout. Comment vous touchez le droit, par exemple ? Le droit, ça va être par exemple sur les affaires de tout ce qui va être le contrat. On peut aussi également comment gérer tout ce qui va être les problèmes, tout ce qui va être les livraisons, etc. Des problèmes de livraison, tout ça, ça peut toucher du droit. La gestion, par rapport aussi la gestion des stocks, exactement, les sorties, les rentrées. Vous touchez à plein de choses et puis c'est intéressant, c'est un métier qui n'est pas seulement, comme disait Manuel, pas porteur d'assiette. Il faut s'intéresser à tout ce qui fait le métier. S'intéresser à tout, c'est notre symbole. Il faut un peu de culture. Exactement, il faut de la culture. Vous apprenez de la culture, vous apprenez les chefs. On a une palette de chefs extraordinaire en France, nous avons la chance. La France est le pays de la gastronomie, du savoir-faire à la française quand même, faut le dire. Et il faut continuer à perpétuer cette tradition, ce savoir-faire. Et nous sommes connus pour ça. Le service à la pince, les découpes en salle des poulets, des sols, etc. C'est très recherché. Et c'est ça le métier de serveur. Vous évoluez dans des établissements de renom, vous travaillez avec des professionnels extraordinaires. Moi, je vois même à l'école à Ferrandi, nous avons des professeurs extra qui viennent d'un monde du travail autre que celui de professeur. Mon prof de salle, il nous apprend des choses, mais hyper vaste et même très précis. Ça va être sur la préparation d'un cocktail, etc. Ça va de tout. Et c'est vraiment très, très intéressant. Je pousse là-dessus. C'est pas seulement le porteur d'assiette ou juste dire bonjour et au revoir. Non, ça va être d'accompagner le client, le faire rêver, lui présenter finalement notre pays envers la gastronomie et le savoir-faire finalement.
Oui, parce que le client, même s'il est français et qu'il connaît quand même une partie de la gastronomie, quelquefois, il vous demande conseil. Bien sûr, il nous demande conseil, un accord mets et vin. Voilà, par exemple, associez-moi du poisson, qu'est-ce que vous me conseillez comme vin, etc. Ça va être ça va être de la communication, ça va être de l'échange. C'est hyper intéressant. Franchement, c'est un métier qui est passionnant et qui est très vaste, où on peut commencer serveur, on peut terminer directeur de restaurant. Vous pouvez passer également de la restauration à l'hôtellerie avec des connaissances, parce que c'est un monde qui est vaste, mais qui est très petit quand même, hein, très fermé, ils se connaissent tous. Hein. Et donc voilà, vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain, vous passez de la brasserie à un palace, mais dans un autre niveau, et voilà. Yann Aran, à quel âge avez-vous décidé, vous, de faire ce choix? Alors moi, au départ, je voulais vraiment pas faire ce métier-là. Je voulais pas faire ce métier-là. Je voulais être absolument designer. Pourquoi designer? C'est venu dans la tête, je voulais être dans le design. Et je viens d'un monde de la restauration. Ma mère a travaillé dans la restauration, mon père également. Et j'ai eu la chance, en 3e, de pouvoir faire des journées de stage, si vous voulez, plusieurs mois dans l'année. Et il y avait la restauration qu'on proposait. Je me suis dit, allons-y, allons dans la restauration. Dès le premier jour de mon stage, je savais que c'était ça. Parce qu'il y avait tout qui était réuni. Il y avait la communication que j'aimais beaucoup, le savoir-faire, le savoir-être, tout. Ça réunissait tout ce que je voulais faire, tout ce qui me comprend personnellement aussi. Et donc oui, c'est à partir vraiment de la 3e que je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est la restauration. Et je veux faire ça, Est-ce que vous avez vu, vous, des chefs d'entreprise venir parler de ces métiers Justement, la brasserie La Lorraine de Beaubertrand, je l'ai rencontré lors d'un job dating qui a été organisé à Ferrandi. Alors c'était une journée très intéressante parce qu'on avait une palette, encore une fois, d'entreprises. Et des grandes, hein. Vous aviez Cyrilinia, vous avez le groupe Bertrand, le RIS, le Plaza, le Relais Château, etc. Sodexo Prestige également. Et nous passions en fait de stand par stand où les entreprises nous vendent leur entreprise tout simplement, leur savoir-faire et leur savoir-être. Et nous également, c'est hyper intéressant aussi pour le jeune, c'est de se vendre face à un patron. Donc ça nous met tout de suite dans des conditions. Voilà, vous passez un entretien finalement. Et après, ça se passe à 15 ans. À 15 ans, voilà, c'est ça. Vous passez à 15 ans un entretien face à un patron qui dirige 3 hôtels ou 4 hôtels, ou un grand directeur ou un responsable de restaurant d'un grand palace. Et vous faites ça à cet homme-là. Allez-y, débrouillez-vous, parlez. Mais c'est très intéressant. Vous apprenez plein de choses. Et puis ça se passe sur coup de foudre. C'est ce que je voulais dire, c'est que moi, par exemple, quand j'ai signé à La Lorraine, ça s'est passé sur coup de foudre avec mon directeur, qui est Monsieur Braz. Ça a été d'instinct. Je savais qu'il a réussi à vendre son produit, sa maison. Moi, j'ai été tout de suite comblé par ça et je me suis dit, le soir même, c'est ici que je veux signer. Donc finalement, ce que vous venez de dire, ça c'est très important, Yann Aran, c'est qu'en fait, vous, le jeune, vous vous attendez aussi à être séduit. Il n'y a pas que vous qui devez séduire, exactement. Mais vous attendez aussi que c'est la base. Celui qui veut vous embaucher. Parce que pour moi, l'hôtellerie et la restauration, c'est vraiment la gastronomie française, le savoir-faire, comme on nous l'a vendu. Et moi, je veux le retrouver, ça. Je veux le retrouver. Et on le retrouve. Donc finalement, un patron qui n'aurait pas été suffisamment, j'allais dire, éduqué, ça ne vous aurait pas séduit, vous n'y seriez pas allé. C'est bien ça. Clairement on a pas. bien compris. Il faut que ça soit des deux côtés. Là, il y a aussi un travail, je pense, des chefs d'entreprise à faire. Et ça, je pense que Christian Navet est en train de le noter. On va repasser la parole tout de suite. Merci Yann Aran pour ce témoignage en tant que jeune en formation encore pour les métiers donc de la salle. Je rappelle que c'est une émission spéciale emploi à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Donc Jean-Philippe Delcourt, vous êtes le directeur territorial du Val d'Oise pour Pôle emploi et vous êtes venu avec votre équipe. Donc concrètement, cette semaine, vous poursuivez cette action avec votre équipe pour les métiers en tension, dont les cafés, hôtels, restaurants. Alors on passe la parole à Laetitia André peut-être pour savoir un petit peu ce que vous menez. Oui, alors du coup c'est vrai que l'action de Pôle emploi en effet se déroule sur 15 jours, donc la semaine dernière et cette semaine, où en effet on avait les 2 semaines de l'hôtellerie-restauration dans le département, donc c'est 11 événements, une trentaine d'entreprises qui sont venues du coup pour trouver à peu près 70 personnes. Donc en termes de postes, avec en effet des choses qui sont importantes et du coup je pense que en effet dans l'exemple que va citer Laetitia, on va bien retrouver cet aspect séduction.
Je pense en effet, il y a bien cet aspect marketing, séduire. Et on doit séduire en effet les jeunes et les moins jeunes. Du coup, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a les jeunes, mais les moins jeunes sont aussi parfois parents de jeunes aussi. Mais du coup, ont aussi des opportunités en termes d'emploi. Avec derrière aussi, pour les moins jeunes, aussi un certain nombre d'aides qui peuvent aussi accompagner l'entreprise aussi dans l'aspect recrutement et discussion salariale. Quand on pense au contrat aidé, contrat d'initiative emploi, emploi franc, ou autres dispositifs d'accompagnement à la formation, c'est aussi des éléments qui peuvent permettre d'accompagner, de séduire, de former. Et du coup, les futures compétences de demain. Et du coup, je vais laisser la parole en effet à Laetitia André, qui va nous apporter un témoignage sur l'opération qui s'est déroulée la semaine dernière et qui en effet portait, je pense, en effet sur la question de la séduction. Laetitia André, bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi l'opération de séduction? Qui attend quoi? Eh bien, en fait, l'opération de séduction qui a été mise en place sur l'agence de Gonesse, c'est comment recruter autrement. Et ce recruter autrement, c'est fait en forme de job dating inversé. C'est-à-dire que les demandeurs d'emploi ont pris la place de l'employeur. Et c'est l'employeur qui s'est présenté à eux. Alors ça nécessitait quand même une préparation et une organisation qui permettait aussi aux employeurs, parce que comme vous l'avez dit, l'hôtellerie, la restauration, café-bar, ce sont des métiers sur lesquels les employeurs ne sont pas forcément disponibles à n'importe quelle heure. Bien sûr. Donc il a fallu aussi qu'on adapte et qu'on leur donne la possibilité, comme sur un forum, un demandeur viendrait un petit peu sur le flux, l'employeur, lui, est venu sur une tranche horaire, 14h, 16h30, où il a pu se présenter en fonction de ses disponibilités et aller se présenter aux demandeurs d'emploi. Ça, c'est très original, le fait que ce soit le chef d'entreprise qui vienne se présenter. Et on s'est rendu compte que finalement, quand le chef d'entreprise prend la place du recruté, c'est pas si facile que ça. Donc, on leur a présenté un petit peu l'objectif, comme on l'aurait fait avec un demandeur d'emploi qui se présente à un forum. On a présenté aux recruteurs qui se sont présentés l'objectif de ce job dating inversé et de leur expliquer comment naviguer entre les bureaux pour se présenter et regarder un petit peu ce que le demandeur d'emploi avait aussi à proposer. C'était, comme on le disait tout à l'heure, un jeu de séduction, puisque le demandeur d'emploi aussi qui était installé avait été préparé. Il avait été préparé non pas avec un CV classique où je vous montre ce que j'ai pu avoir comme expérience, mais voilà, je vous présente mes compétences. Voilà ce que je peux vous apporter. Et l'employeur, lui, expliquait ce que lui pouvait apporter également aux demandeurs d'emploi. Ça a été vraiment très enrichissant pour les employeurs. 100% des employeurs qui étaient présents ont trouvé cette expérience intéressante et souhaitent même qu'elle soit renouvelée. Donc ça veut dire que vous allez le faire tous les combien finalement ? À chaque besoin d'un employeur. C'est-à-dire que nous, on est une agence où on a beaucoup d'hôtels-restaurants. Alors je rappelle que vous êtes à Gonesse. Voilà, donc à côté de l'aéroport, en fait, Roissy-Charles de Gaulle. Tout à fait. Ce qui indique qu'il y a beaucoup d'hôtels, cafés, restaurants. Et voilà, exactement. Et on a quand même des offres. On a aussi, ces rencontres permettent aussi d'échanger avec les employeurs. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs aussi qui viennent de monter leur restaurant, qui ont besoin de conseils. À ces moments-là, c'est vraiment un échange où on leur conseille, voilà, vous les recrutez, vous n'avez pas beaucoup de moyens, c'est difficile, voilà comment nous, on peut vous accompagner, quelles aides dont vous pouvez bénéficier, quelles sont ces aides-là. Et vraiment, on se rend compte qu'ils ont vraiment besoin aussi de ça, parce que beaucoup viennent de démarrer leur activité, certains ont fermé, mais d'autres ouvrent. Donc c'est important de pouvoir les conseiller. Alors est-ce qu'on peut faire un point justement sur les aides cette fois donc côté employeur, parce que ça, s'il y a un salarié qui est en recherche d'emploi est au courant des aides, lui aussi ça peut l'aider parce qu'il peut les proposer à un employeur qui ne serait pas au courant. Donc on va détailler le côté juridique, si je puis dire, des aides, des contrats possibles. Oui, alors Jean-Philippe Delcourt. Donc, en effet, on a plusieurs dispositifs d'aide pour accompagner l'entreprise et le demandeur d'emploi. Donc, la première aide, c'est l'emploi franc. Donc, c'est une aide pour un CDI à temps plein de 5 000 € par an sur 3 ans. Donc, au total, 15 000 € pour le recrutement d'une personne résidant en quartier prioritaire de la ville. Du coup, qui, en effet, est un vrai coup de pouce au recrutement et du coup, qui peut permettre de concilier ce qui est évoqué tout à l'heure, l'aspect accompagnement financier. Aussi pour pouvoir attirer, voire du coup conciliation à un moment donné sur l'organisation du temps de travail typiquement. Et ça, c'est pour tous les demandeurs d'emploi qui résident en quartier prioritaire de la ville. La condition, c'est les quartiers prioritaires de la ville. En Val d'Oise, c'est où ?
Alors, en Val d'Oise, il y en a beaucoup sur l'est du département, hein, donc sur Sarcelles, Garges-les-Gonesse, Gonesse, Nouville, voilà, tous ces environs. Mais il y en a un peu dans le Val d'Oise, il y en a un peu partout. Il y en a à Cergy, il y en a à Argenteuil, il y en a sur Hermont, il y en a sur Taverny. Hein. Globalement, c'est vrai qu'on a un peu plus de 25% de la demande d'emploi du Val d'Oise qui réside dans le quartier prioritaire de la ville. Donc, on a en gros 77 000 demandeurs d'emploi, donc 25% de 77 000 qui sont des potentiels candidats pour cette aide. Concrètement, l'emploi franc, ça veut dire quoi? Ça exonère le chef d'entreprise de quoi? Alors, ça n'exonère pas le chef d'entreprise de cotisation. Par contre, pour le recrutement d'une personne, il va toucher une prime qui est versée semestriellement, donc qui équivaut à 5 000 € par an. Donc 5 000 € rapportés à 20 30 000 de coûts salariaux pour une entreprise, ça fait déjà un coup de pouce intéressant pour l'entreprise. Et donc voilà, c'est vraiment une aide versée par Pôle emploi Service. Hein, donc les formalités sont très très simples et Pôle emploi se charge de tout. Une fois que l'employeur a trouvé la personne qui correspond aux besoins ou qu'il a fait appel à Pôle emploi, qu'on lui a proposé un profil, donc quartier prioritaire de la ville, nous on monte le dossier. Et tout se fait de manière dématérialisée tous les 6 mois. Une fois qu'il a justifié que le salarié était toujours présent, il touche les 2 500 € au bout de 6 mois, 5 000 € par an. Notamment. Voilà, il faut quand même que le salarié reste au moins 6 mois. Il faut qu'il reste 6 mois en effet pour toucher la première tranche d'aide. Mais du coup, en effet, c'est quand on reboucle avec tout à l'heure, en effet, l'aide doit permettre de travailler sur le réenchantement de ces métiers et finalement la sécurisation, la pérennisation de l'emploi par une revalorisation salariale, par d'autres avantages. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi d'avantages annexes, donc qui s'appellent les mutuelles, les tickets restaurants ou autres avantages. Hein. Même quand on est TPE, PME, on peut donner droit à ces avantages et du coup, ça compte aussi pour attirer et marketer un peu ces métiers. Donc ça, c'est la première grande aide. On a une deuxième aide en ce moment qui s'appelle le contrat initiative emploi, qui est destiné aux jeunes, donc moins de 25 ans ou moins de 30 ans, notamment pour les travailleurs handicapés. Donc du coup, qui correspond à la prise en charge par l'État de 47% du coût du travail à hauteur du SMIC. Donc en gros, pour un temps plein, l'entreprise paye quasiment qu'un mi-temps lorsqu'elle recrute un jeune de moins de 26 ans ou moins de 30 ans, travailleur handicapé. Et là, est-ce qu'il y a des délais également de durée de contrat minimum? Alors, on vise des CDI, donc des contrats à durée indéterminée, parce que du coup, l'idée, c'est bien de pérenniser de l'emploi, ou un CDD de 12 mois. Mais du coup, l'aide est proratisée, les 47% du coup se jouent sur la période du contrat CDD, et on a la possibilité aussi d'avoir des CDD qui se pérennisent, qui se transforment en CDI derrière, ce qui prolonge du coup le dispositif. Donc ces aides aujourd'hui sont disponibles jusqu'au 31 décembre 2021, seront sans doute prolongé au regard en effet de l'enjeu que représente notamment l'insertion des jeunes. Mais en tout cas, c'est une vraie opportunité sur notre territoire. Nous sommes déjà quasiment à quasiment 630 contrats initiative emploi signés pour des jeunes dans le département, dont une partie dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, et notamment, Alexandre nous en parlera tout à l'heure. En effet, dans ces événements, on signe aussi des contrats initiative emploi pour des jeunes, en effet, ce qui donne le coup de pouce pour permettre le recrutement. À côté de ces aides, on y retrouve les aides à l'alternance. Du coup, en effet, qui étaient l'aide notamment de 8 000 € pour les contrats en alternance. Cette aide devrait être développée, notamment pour les contrats de pro, pour des demandeurs d'emploi de longue durée. Donc, Elisabeth Borne a abordé ce sujet très récemment, en effet, pour permettre à des moins jeunes de se former, notamment dans les métiers en tension, et de pouvoir se qualifier. Et donc, en effet, les métiers de l'hôtellerie-restauration sont une opportunité. Et donc là aussi, du coup, l'État apporte des coups de pouce. Après, on a d'autres familles d'aides que je qualifierais d'aide à l'adaptation au poste de travail. Pôle emploi, lorsque l'employeur trouve un potentiel salarié à qui il manquerait une ou deux compétences ou qu'il souhaiterait former au poste de travail, Pôle emploi peut financer pendant une semaine, 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois de la formation au poste de travail. Et donc c'est Pôle emploi qui indemnise l'entreprise pour former la personne au poste de travail. Et du coup, c'est des choses qui fonctionnent plutôt très bien, en effet, et qui permettent à l'entreprise de travailler sur à la fois le savoir-être, le savoir-faire, mais aussi la culture de l'entreprise, pour pouvoir insérer durablement les personnes dans l'emploi. Alors, je ne vous donnerai pas les sigles barbares de ces aides. Les conseillers Pôle emploi sont totalement aguerris à cela. Et en effet, il suffit de s'adresser aux conseillers, de faire état d'un besoin
Et je rappelle en effet, comme je disais tout à l'heure, Pôle emploi ne couvre que 10% des besoins en recrutement du territoire, enfin n'a connaissance que de 10% des besoins du territoire. Et donc en effet, plus on a de connaissance de ces besoins, plus on peut proposer les solutions qui vont bien, les parcours qui vont bien, et du coup accompagner l'entreprise. Et c'est vraiment l'objectif de ces semaines de l'hôtellerie-restauration, mais c'est valable aussi en permanence, parce que du coup, en effet, comme disait Laetitia, dès qu'on a une offre d'emploi, on se doit et on se fait fort de la satisfaire le plus rapidement possible. Pour satisfaire l'entreprise, pour placer le demandeur d'emploi, parce que la vocation, c'est bien en effet de favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. Donc on a vraiment des experts là-dessus, et je pense qu'en effet, typiquement, Alexandre, au travers de l'exemple sur lequel il va nous témoigner, va pouvoir illustrer ces éléments-là. Donc je vais peut-être laisser la parole du coup à Alexandre. On va lui passer peut-être tout de suite la parole, mais auparavant, juste pour finir sur l'actualité, donc les actions réalisées en ce moment. Donc on a parlé des job dating inversés, ça c'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres cette semaine à venir ? Donc sur les événements, pas plus tard que demain, du coup, Alexandre est un des contributeurs. Il y a un forum job dating, du coup sur Hermont, Taverny, Saint-Gratien, du coup qui regroupera des entreprises et des demandeurs d'emploi. L'idée étant toujours en effet de faire en sorte que les demandeurs d'emploi se rencontrent avec les entreprises, et du coup que les entreprises trouvent des compétences. Et il y a d'autres événements demain sur 3-4 autres agences, parce qu'en effet les événements se clôtureront vraiment demain. Donc par rapport à ces 2 semaines d'hôtellerie-restauration. Alors Alexandre Abdoul, vous êtes conseiller entreprise sur l'agence de Taverny, justement. On parlait du problème des chefs d'entreprise, d'être plus vendeurs. Est-ce qu'il faut qu'ils rédigent mieux leurs offres ? Est-ce qu'il faut qu'ils travaillent leur marque ? Comment faut-il qu'ils agissent à votre avis ? Donc au niveau des employeurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a donc un effort qui est fait de la part des employeurs. Tout à l'heure, Monsieur Aran évoquait la séduction. C'est un peu aussi le thème de tout ce qu'on évoque là. Là, par exemple, nous avons donc un employeur sur la zone de Taverny, qui s'est implanté l'année passée, donc l'Inside. D'ailleurs, je profite de l'occasion, peut-être qu'elle nous écoute. Pour la remercier dans son professionnalisme, parce qu'en effet ça nécessite, au-delà de la séduction, un investissement également de la part de l'employeur. Alors c'est vrai que tous les employeurs n'ont peut-être pas forcément la force marketing ou digitale pour y aller d'eux-mêmes, et c'est là où le rôle de Pôle emploi est important pour eux. Je parle donc de l'Inside, qui est un restaurant qui s'est implanté l'année passée, qui, lorsqu'on lui a proposé de participer à un événement assez innovant, le Stade vers l'emploi, a immédiatement accepté. Alors, le Stade vers l'emploi, c'est un événement où on allie sport, convivialité et recrutement. Donc en fait, pour y avoir participé, c'était franchement génial. Donc les employeurs sont mélangés à des demandeurs d'emploi, des candidats. Personne ne sait vraiment qui... Donc on ne sait pas qui cherche un emploi et qui recrute. Exactement, c'est ça la particularité. L'idée en fait, c'est de permettre en fait à un employeur de passer outre le CV en tout cas, et de repérer quelque part les talents, puisqu'ils vont là juger des candidats sur leur mentalité, sur l'esprit d'équipe, sur la volonté d'aller au-delà de l'effort. Donc là, on avait ce petit jeu qui était très très sympa, puisque les employeurs repéraient des profils, et donc l'après-midi rencontraient les candidats sous forme de job dating. C'est vrai que ça c'est super, parce que franchement, moi je me mets à la place de quelqu'un qui cherche un boulot, raconter sans arrêt ses compétences, et au bout d'un moment on n'en peut plus, on a l'impression de se répéter. Donc là c'est plutôt très innovant, c'est une belle initiative. Voilà, tout à fait. Et donc l'Inside a participé avec nous à ce recrutement. Pour faire suite aux aides et mesures de l'État, l'Inside a recruté des jeunes, dans lesquels elle les accompagne aussi dans leur montée en compétences. Comme ce sont des jeunes de moins de 26 ans pour un CDI, elle a pu bénéficier de la mise en place de 3 contrats initiative emploi. Nous, de notre côté, Pôle emploi, notre objectif, c'est d'informer les employeurs et de les épauler au quotidien sur le montage des dossiers. Parce qu'en effet, on parlait tout à l'heure d'un rythme effréné dans certains métiers. Ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper de cette partie-là. Nous, de notre côté, Pôle emploi,
on monte le dossier, on vous apporte le dossier, vous avez juste à faire la signature, le candidat également, et nous on s'occupe même de transférer le dossier derrière à l'organisme payeur. Mais Alexandre Abdoul, est-ce que ça veut dire que vous, du coup, vous êtes sur le Val d'Oise en particulier, vous allez taper aux portes de restaurants, comment vous faites pour que finalement avoir le plus d'offres, c'est ça l'objectif, le plus d'offres possible, tout en ayant des candidats bien sûr? Alors aujourd'hui, donc déjà, on bénéficie de l'image aussi de Pôle emploi, parce que tout à l'heure, donc en introduction, vous aviez évoqué donc une image parfois négative, mais aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'employeurs ont une image quand même positive de Pôle emploi. D'ailleurs, le taux de satisfaction des entreprises au niveau de Pôle emploi donc avoisine donc les 85%. À partir de là, nous, ce qu'on fait également donc en tant que conseiller emploi, c'est de se déplacer auprès des employeurs. On vient, on présente notamment notre offre de service et notamment donc les contrats aidés. Ce sont parfois des contrats, vous savez, ils ne les connaissent pas forcément. Donc quand vous venez et que vous leur présentez ça, limite c'est du pain béni pour eux. Et donc nous, ça nous permet de nous introduire de cette manière, de les épauler, de les accompagner au quotidien. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Est-ce qu'on sait combien il y a de cafés, restaurants, hôtels en Val d'Oise en particulier? Est-ce que vous avez fait un petit peu un recensement pour savoir combien qui peut répondre? Jean-Philippe Delcourt? Alors, je n'aurai pas le chiffre exact, mais nous on sait en effet que sur l'hôtel le domaine de l'hôtellerie-restauration, nous sommes à peine à 10% de part de marché. Donc il y a encore un gap, et c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les grandes enseignes, donc du coup en effet qui ont cette capacité, cette force marketing, d'image. Du coup tout à l'heure j'entendais en effet Yann témoigner de cela, mais on voit bien en effet que c'est les grands groupes qui ont cette capacité, qui sont en mesure de séduire. Par contre, les TPE-PME qui constituent quand même plus de 80% du tissu de ces activités n'ont pas cette force de frappe, n'ont pas de RH, non, encore moins de ce service communication. Et en effet, je me plais à dire en effet que Pôle emploi, normalement, doit être le premier des RH, notamment au niveau national, des TPE, PME. Et c'est bien là-dessus qu'on nous attend. Et je sais que dans les échanges qu'il y a au niveau national et régional avec le MIH là-dessus, l'idée, c'est bien d'aller en effet capter ces besoins, de les rendre transparents. Parce que je dis souvent à mes équipes, c'est vrai que j'ai imposé aux équipes de sortir à minima 2 jours pleins en entreprise pour aller cogner, justement, toper aux portes des entreprises, malgré toutes les activités qu'il y a à faire à côté, parce qu'à côté de ça, il y a toutes les offres à traiter et toutes les actions, en effet, de recrutement à mener. Mais du coup, en effet, on doit aller en entreprise pour capter ces besoins, en fait, qui ne sont pas connus. Et vous le disiez tout à l'heure, en effet, beaucoup d'entreprises, notamment dans notre restauration, passent par des plateformes, par du bouche à oreille. Avant, il y avait les journaux papier, maintenant, c'est d'autres réseaux. Mais du coup, ce qui ne rend pas toujours très transparent, et c'est vrai que quand on lit parfois les annonces comme cela, même sur des plateformes, c'est pas toujours très attrayant. En effet, ça renvoie surtout à des contraintes. Généralement, on y met les contraintes horaires, etc., etc. Et on n'y met pas l'aspect séduction. Et donc, en effet, tout notre métier à Pôle emploi, c'est de capter ces besoins et du coup de transformer les choses et du coup donner envie. Quel est l'impact justement du numérique sur le recrutement en fait? Comment vous le ressentez? Parce que est-ce qu'il n'y a pas, enfin je sais pas, qu'est-ce que vous en Laetitia, peut-être que Laetitia André veut répondre. En fait, on met à disposition des employeurs, notamment des employeurs qui travaillent à horaires décalés, qui n'ont pas toujours la possibilité de se déplacer, de faire des job dating, ce qu'on appelle des salons en ligne. C'est des salons où tout se fait de manière dématérialisée, c'est-à-dire que l'employeur dépose une offre, on l'incrémente dans le salon, et ce salon en ligne, il est à disposition sur notre site pôle emploi.fr, il est à disposition aussi généralement sur nos hashtags tous mobilisés. Et du coup, ça permet à l'employeur de brasser un nombre énorme de candidatures et aux demandeurs d'emploi de voir beaucoup d'employeurs sans que chacun ait à se déplacer. Avec la crise qu'on traverse, je pense que c'est un outil que les employeurs, notamment dans l'hôtellerie-restauration, les cafés-bars, devraient plus utiliser, qu'ils méconnaissent et qu'ils n'utilisent pas assez aussi parce qu'ils n'ont pas les compétences pour l'utiliser. Mais nous, on est là aussi pour les aider. Nous, on fait des recrutements de manière digitale. On fait venir l'employeur s'il peut, ou on va le voir et on le connecte sur les outils pour qu'il puisse faire son recrutement de manière dématérialisée. Ça s'est beaucoup développé pendant la crise Covid. Ça continue à se pratiquer, mais je ne trouve pas assez par rapport aux besoins qui sont actuels.
Et je pense que vraiment, si j'ai un conseil à donner, utiliser ces méthodes-là, ça permet D'autant qu'on l'a bien compris avec le témoignage tout à l'heure de Yann Aran, le jeune, il va vite, il veut être séduit, il va très vite, et il zappe très vite. Donc si l'offre, elle n'est pas attrayante, eh bien, il passe à côté, forcément. Donc c'est plus dur de recruter. Est-ce que vous entendez des réflexions sur la saisonnalité et les fluctuations de fréquentation? Alors là, je parle cette fois côté ceux qui recherchent du travail. Est-ce que ça, on vous en parle ou pas du tout finalement? Sur la saisonnalité des offres? Des postes, oui. Oui, alors, si vous voulez, les jeunes vont beaucoup rechercher au moment où ils finissent leurs études, au mois de juin, au mois de septembre, parce que pas d'école ou pas d'entreprise, donc ils vont être plus disponibles. C'est beaucoup. La saisonnalité se fait par rapport aux jeunes, mais après, tout le long de l'année, sur l'hôtellerie-restauration, on a là, en ce moment, moi, depuis le mois de mai, juin, depuis que ça rouvre, je vois qu'il y a beaucoup d'offres qui tombent et sans discontinuer. C'est vraiment les conditions du pass sanitaire ont fait aussi que la saisonnalité qu'on connaissait peut-être à partir d'avril-mai où on avait plus d'offres fait que là, ça a perduré parce que il y a des salariés qui n'ont pas le pass sanitaire, donc ils ne peuvent plus travailler. Donc l'employeur est obligé de recruter d'autres. Bien sûr. D'autres personnes. Donc j'allais dire, alors en conclusion peut-être de votre intervention, j'allais dire donc beaucoup plus un meilleur marketing de la part des chefs d'entreprise, des offres plus attractives, peut-être qu'ils se mettent plus au numérique. Là, vous pouvez les aider aussi en tant que Pôle emploi. Hein, c'est ça, Jean-Philippe Delcourt, Laetitia André et Alexandre Abdoul. Côté salarié, peut-être là, il y a beaucoup plus de numérique. Donc, vous aussi, Pôle emploi, vous êtes obligé d'aller beaucoup plus dans le numérique qu'avant. Oui. On se rencontre plus, finalement. On fait les premiers entretiens par le net, si je puis dire. Ou un simple coup de téléphone, peut-être? Alors, cette modalité s'est beaucoup développée, mais on tient beaucoup à Pôle emploi, en effet, et Yann l'a dit, à cette magie de la rencontre. Rien ne vaut une rencontre physique. À un moment donné, de toute façon, bien sûr. Même dans le premier contact, il est important, du coup, notamment, c'est pour ça la question des job dating est importante, la question du regard. Il y a des choses qui passent en physique qui ne passent pas à l'écran. Même avec le meilleur visio que l'on souhaite, il y a des choses qui ne passent pas. Et en effet, de voir en effet cette magie se créer à un moment donné, parce qu'on se rencontre physiquement, c'est important. Et nous, en effet, les job dating, et ça le disait, c'est vrai qu'on a un mixte. Du coup, on utilise des salons en ligne, en effet, pour aussi avoir un effet masse, volume, mais on utilise principalement quand même tous les job dating physiques, parce qu'en effet, c'est bien là que les choses se créent. Voilà, l'aspect dématérialisé est important, en effet, pour des premiers contacts, pour la sensibilisation. Mais on voit bien que les demandeurs d'emploi, notamment, demandent aussi autre chose que du dématérialisé. Et notre rôle, c'est en effet de pouvoir les recevoir et de créer ces moments de relations humaines. Et donc, ça, au niveau des agences. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Parce que c'est un métier où, là, par contre, on accepte de changer de métier. Ça, c'est très accepté. Oui, sachant que le principe de base de Pôle emploi, c'est qu'il n'y a aucune discrimination. Donc il n'y a pas des offres jeunes, des offres moins jeunes. C'est tous les gens qui ont des compétences et le savoir-être à offrir et du coup qu'on peut mettre en adéquation avec les besoins d'entreprise, on les propose. Avec en effet des dispositifs qui vont bien pour pouvoir compléter la palette de compétences s'il y a besoin. Donc là, j'allais dire, pour une fois, les 50 ans et plus, s'ils veulent changer de métier, sont tout à fait acceptés et les bienvenus. C'est bien ça ? Il faut même. Même ils sont recherchés dans ces métiers de café, hôtel, restaurant. Donc, on poursuit avec la conclusion sur votre intervention à tous les trois. Je rappelle les opérations très intéressantes de job dating inversé et pas seulement le job dating classique. Voilà. Le sport emploi, ça vous allez continuer à le faire au niveau de Pôle emploi. Ça... Cette année, il y en aura un sur Saint-Ouen-l'Aumône, normalement le 19 octobre, et un le 21 novembre sur Garges-les-Gonesse. En effet, on va essayer d'avoir ces événements, donc avec la fédération notamment des sports et de l'athlétisme. Du coup, on va essayer d'avoir 2 à 4 opérations par an. Parce qu'en effet, on voit que ça produit de très beaux résultats et c'est une vraie méthode de recrutement pour les métiers en tension, notamment, et pour mettre en œuvre vraiment l'aspect évoqué souvent par les entreprises de si j'ai une personne motivée et qui a un savoir-être de base, je recrute dès aujourd'hui, quitte à le former au poste de travail. Donc ça, c'est vraiment une mise en œuvre pour nous de ces propos régulièrement entendus.
pour en effet lutter contre les tensions sur le marché du travail. Voilà, et puis pour séduire les jeunes, beaucoup plus de numérique de la part des chefs d'entreprise, parce que si on ne parle pas d'eux, ils ne peuvent pas se faire connaître. Et les jeunes sont très, sensibles à la marque. Ah oui. Hein, ça c'est sûr, ils sont habitués de toute façon. Les grandes enseignes tirent vers le haut, donc voilà. On va passer la parole, si vous voulez bien, à Sophie Huet. Sophie Huet, vous êtes conseillère apprentissage à l'école Ferrandi à Saint-Gratien. Tout à l'heure, on a évoqué justement le problème des métiers en tension, notamment le métier en salle. Vous disiez que vous manquiez même d'élèves parce qu'ils ne connaissent même pas, ils savent même pas de quoi ils retournent finalement. Mais quand même, peut-être on peut présenter l'école Ferrandi pour commencer, une école de renom qui apprend tous les métiers de la cuisine à la salle. Donc, quels sont les chiffres clés Alors Ferrandi, c'est vrai que c'est une grande école hôtelière. Bon, il y a effectivement la maison mère qui est sur Paris, dans le 6e arrondissement, et ensuite ils ont créé des campus. Donc le campus de Saint-Gratien, donc sur le Val d'Oise. Il y a effectivement un campus à Rennes qui vient d'ouvrir cette année, sur Bordeaux, et l'année prochaine sur Dijon. Et on va aussi voir sur de l'international du côté du Maroc. Voilà, on essaye de s'implanter un petit peu partout. On a énormément de demandes. Donc actuellement, sur le campus de Saint-Gratien, nous avons 520 jeunes. Donc nous, c'est de l'apprentissage. Donc ça va de 15 ans jusqu'à 29 ans. Donc ils sont tous sous contrat d'apprentissage avec une entreprise. Effectivement, alors là, nous avons des formations. Donc on part d'un CAP cuisine, un bac pro cuisine, un brevet professionnel cuisine et du BTS. Et après, on a effectivement pour le service en salle, le bac pro, donc service en salle, la mention complémentaire sommellerie. Et nous avons tout ce qui est pâtisserie, CAP pâtisserie, un CAP connexe en pâtisserie et de la chocolaterie. Voilà. Et cette année, depuis déjà 2 ans, on a ouvert un CAP post-bac sur 1 an en cuisine. Et cette année, on ouvre en service en salle. Voilà. Le CAP post-bac, c'est vrai, comme on dit, les jeunes, effectivement, ils viennent un petit peu partout maintenant. On a beaucoup de jeunes qui ont 26 ans, qui ont fait des BTS, des DUT, de la diététique, des ingénieurs, et qu'ils ont toujours voulu faire ce métier-là. Mais c'est vrai que les parents bloquaient. Honnêtement, beaucoup de jeunes disent à moi, en sortant de 3e, je voulais, mais mes parents ne voulaient pas. Donc j'ai fait un cursus bac général, BTS, pour faire plaisir aux parents. Et en fin de compte, ils reviennent à leur cœur de métier qu'ils voulaient à la base. Donc c'est des jeunes, ils ont 25 ans, motivés, ils savent pourquoi ils sont là. C'est des formations courtes sur 1 an. Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire ces jeunes qui ont 25 ans? C'est surtout de la cuisine ou c'est du service en salle? La cuisine, le service en salle, on a cette année, donc on a 10 jeunes. Voilà. En cuisine, on en a 30. Vous voyez la différence entre effectivement la cuisine et le service en salle qui est quand même énorme. Mais on a quand même réussi à avoir 10 jeunes sur ces post-bac-là. Et voilà, c'est des jeunes, ils veulent vraiment rentrer dans ce métier-là, sur des maisons en fonction de leur lieu d'habitation, de ce qu'ils veulent faire. Et on a aussi nos petits jeunes qui sortent du collège, qu'on a besoin de ces petits jeunes-là qui sortent du collège de 3e, qui s'orientent effectivement sur du CAP ou sur du bac pro cuisine ou salle en 3 ans. Alors pourquoi, une petite question, pourquoi CAP, pourquoi bac pro, pourquoi BTS, pourquoi des 3 niveaux, j'allais dire, de formation? Est-ce que finalement tout le monde n'a pas intérêt à aller jusqu'au BTS? Alors le CAP, effectivement, c'est plus professionnel. C'est en fin de compte des jeunes qui font un petit peu plus de pratique. Le CAP, c'est vraiment le diplôme de base. Donc il y a des jeunes qui préfèrent passer sur la voie du CAP que de partir effectivement sur un bac pro sur 3 ans. Donc finalement, le CAP, c'est pour ceux qui, dès l'âge de 15 ans, veulent s'orienter vers ces métiers-là. Voilà, exactement. Ou après, ils peuvent partir sur du bac, mais du bac, vous avez plus de la gestion. Manager une personne, voilà. Et il y a des jeunes qui veulent réellement faire que de la cuisine ou que faire effectivement du service en salle. Donc en fonction, nous, on fait de toute façon un entretien d'embauche quand les jeunes font un dossier de candidature chez nous. Le formateur, il y a à peu près un petit quart d'heure d'entretien pour voir un petit peu leur profil. Et en fonction de ça, on les oriente soit sur du CAP ou sur du bac. Et c'est aussi quand même on regarde bien évidemment les notes. Voilà. Mais ça reste pas la priorité parce que nous, il y a quand même des jeunes qui, au niveau du collège, ils sont en échec parfois. Ils veulent vraiment sortir et rentrer vraiment dans l'alternance. Nous, c'est vraiment la motivation. Pourquoi ils veulent faire ce métier-là? Et le savoir-être et le savoir-faire qui est très important dans ce métier-là.
Alors, ça veut dire que vous, à l'école Ferrandi, je rappelle ce que vous venez de dire, que vous ne prenez que des jeunes en apprentissage. Oui. Donc, il faut qu'ils trouvent une entreprise. Alors, c'est à eux de trouver ou bien est-ce que vous les aidez? Non, je suis là justement, donc pour aider. Donc moi, je suis conseillère en entreprise. Donc ils cherchent aussi de leur côté parce que généralement, comme Yann me disait, beaucoup de jeunes font des stages. Et suite à des stages, effectivement, ça déclenche cette envie d'aller dans de la restauration. Donc, en fonction de ce qu'ils souhaitent, et soit ils arrivent avec leur entreprise, ou sinon, effectivement, moi, je leur apporte mon aide. Donc, j'ai un panel d'entreprises. Chaque année, j'ai des partenaires avec qui je travaille. Donc, vu que j'ai des jeunes de 15 ans, j'essaie de placer quand même aux alentours de chez eux, principalement pas trop sur Paris, parce que ils ont 15 ans, ils sont pas mobiles. Donc, effectivement, les parents préfèrent que ce soit aux alentours. Donc, voilà. Donc, moi, je fais la relation entre l'entreprise et, en fin de compte, le jeune. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure que l'école accueille 520 jeunes de 15 à 29 ans. Ceci dit, ce sont des métiers qui acceptent les plus âgés pour, si on veut se réorienter, en fait. Oui. Est-ce qu'au-delà de 30 ans, on peut taper à l'école Ferrandi? Oui, sur Paris. Voilà, sur Paris, effectivement, ils font de la reconversion professionnelle. Donc, vous pouvez effectivement aller sur Paris, tout ce qui est en cuisine. Vous avez effectivement toute cette partie-là, en pâtisserie, c'est de la reconversion professionnelle. Voilà. Mais c'est vrai que sur Saint-Gratien, c'est le cœur de l'apprentissage. Donc là, c'est justement spécialisé vers les jeunes, oui. En tout cas à Saint-Gratien. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait peut-être que les chefs d'entreprise s'améliorent, soient plus souples. Et je pense notamment au parcours d'apprentissage. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vrai que quand ils prennent un apprenti, ça reste un apprenti. C'est pas un salarié. Alors, c'est un salarié, je m'exprime mal. C'est un salarié, mais c'est pas un commis de cuisine. Apprenti, apprendre. Donc, ils sont là pour apprendre. Donc, il faut effectivement faire rêver. Dire aux jeunes, c'est vrai que c'est des métiers effectivement difficiles, mais comme on disait tout à l'heure, tous les métiers pour moi sont difficiles. C'est une génération, effectivement, c'est des jeunes quand même qui zappent beaucoup. C'est, ça me plaît pas, je m'en vais, voilà. Donc, il faut aussi que les employeurs les accrochent par rapport à tout ça. Sophie Bette, vous voulez dire que le chef d'entreprise, celui qui est le patron de ce jeune en apprenti, doit mieux respecter le jeune qui vient travailler, qui vient apprendre chez lui. C'est ça que ça veut dire? Effectivement. Alors, quand je dis 35 heures, effectivement, ça fait... les employeurs, à chaque fois, ils me font les gros yeux. Je sais que c'est un métier, effectivement, où c'est très dur de faire 35 heures. Mais on ne peut plus, effectivement, faire des horaires 60 heures par semaine pour un jeune. Enfin, voilà, il faut respecter quand même. Il y a des lois, bien évidemment. Je sais ils sont encore en 39 heures au niveau de la restauration, ça c'est sûr. Mais il faut faire attention parce que ça, effectivement, ça donne un frein au niveau des jeunes par rapport aux horaires. Et donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'un jeune, il va claquer la porte très vite en ce moment. C'est les périodes d'essai. Dès qu'on respecte pas, dès qu'on ne le respecte pas ou qu'il ne se sent pas... quand ils ne se sentent pas à l'aise. Donc nous, en tant qu'école, on souhaite, avant de claquer la porte, qu'ils viennent nous voir, effectivement. On est quand même nombreux au niveau de l'école, entre leurs formateurs, moi, effectivement. Ou dès qu'il y a un petit souci, moi, je ne veux pas qu'ils claquent la porte parce qu'il faut... Soit on résout le problème, et puis il faut toujours partir correctement avec son employeur. C'est comme disait Yann, c'est un monde grand, mais petit à la fois. Ils se connaissent tous. Donc, il faut faire très attention. Donc, j'ai dit aux jeunes, quand effectivement il y a un problème, on ne laisse pas des jeunes en difficulté, ça c'est évident. Parce qu'effectivement, il y a, il se passe, c'est les noms d'oiseaux, c'est des choses comme ça. Et c'est vrai que quand on a 15 ans, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut faire attention. C'est vrai qu'ils ont la pression. Il y a le service du midi, le service du soir. Mais il faut revaloriser cette formation qui est une très belle formation, pour moi en tous les cas, hôtellerie et restauration. Et c'est un métier où on apprend beaucoup de choses. On peut le faire effectivement aussi à l'étranger. Il y a un avenir dans ces métiers-là qui, franchement, c'est vrai que c'est un... Et puis la formation française est très reconnue dans le monde entier en plus. Tout ce qui est la gastronomie, on est quand même, au niveau de la France, on est quand même assez reconnu par rapport à ça. Donc, il faut arriver à remodeler un petit peu les termes d'horaire, de se dire on fait des horaires. Oui, il y a des horaires, certes, mais faisons attention par rapport à ça vis-à-vis de nos jeunes. Est-ce que ça veut dire que les jeunes, ils parlent beaucoup entre eux et que si une adresse, un employeur n'est pas correct, ils vont se l'échanger et ils vont plus aller vers cet employeur? Exactement. Alors moi, j'ai dit, attention, vous, peut-être, ça n'a pas convenu à cette entreprise-là, mais peut-être que votre camarade, ça conviendra. Attention, faut pas... Et en plus, on en discutait justement avec Yann. J'ai une jeune actuellement qui a un souci avec une entreprise avec qui j'ai jamais eu de problème, mais peut-être que ça lui convient pas. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'ils discutent beaucoup entre eux. Et ça, des fois, je leur dis attention parce que on peut pas se dire surtout tu vas pas là ou voilà. Ils ont leur vision, mais j'ai aussi ma vision par rapport aux entreprises.
Donc, je résume ce que vous venez de dire, Sophie Bay, parce que c'est très important. Effectivement, ce métier de formation, café, hôtel, restaurant, ça peut servir à être dans les cuisines ou alors à être en salle. Et surtout, on peut aller à l'international si on est bien formé et bien référencé, en tout cas en tant que Français, parce que les Français sont très appréciés. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour un jeune ou un moins jeune, que ce soit d'ailleurs de l'apprentissage ou de la réorientation professionnelle, qu'est-ce qu'il faut comme qualité finalement pour quelqu'un qui veut faire ces métiers? La motivation et la passion. La passion, honnêtement. Il y a beaucoup de jeunes effectivement qui s'identifient à la télé-réalité, sauf que la télé-réalité, il y a la pâtisserie, quand vous le faites chez vous et quand vous le faites en entreprise, c'est totalement différent. Vous avez de la pâtisserie maison et de la pâtisserie entreprise. Et c'est vrai que les jeunes me disent, je ne pensais pas que c'était aussi dur. Donc faut vraiment, c'est vrai quand on est jeune, c'est normal, on s'essaye à plusieurs formations. Il faut qu'ils se cherchent aussi à un moment donné. Mais pour moi, c'est la passion. Honnêtement, oui, parce qu'il faut faire un gâteau, par exemple, c'est très difficile quand même. Ah oui, complètement. Surtout si, par exemple, très bon même une simple tarte, bien ranger ses fruits, c'est pas évident. Effectivement, il suffit qu'il y ait 1 gramme en plus. Enfin voilà. Et puis ça change tout effectivement. Non, il faut vraiment. Et c'est vrai que la pâtisserie, je connaissais pas trop comme ça. Et c'est vrai que c'est très dur quand même. Et il faut que les jeunes se rendent compte que c'est pas comme à la maison. Voilà. Mais franchement, c'est vraiment la passion de ces métiers et c'est vraiment de très beaux métiers. Et c'est ce que j'ai aux jeunes. Enfin, nous, on a encore des anciens jeunes qui reviennent. Nous, ce qui me fait le plus plaisir, c'est les anciens jeunes qui reviennent vers moi et qui me disent « J'ai ouvert mon restaurant et je souhaite des apprentis ». Et là, effectivement, la boucle est bouclée parce qu'ils ont fait la formation, on les a emmenés jusqu'au bout et après, ils ont un restaurant et ils reprennent des jeunes. On parlait, on disait que l'apprentissage était mal utilisé par les chefs d'entreprise français. Pourtant, dans ces métiers-là, c'est l'obligation. Ah oui, non, au niveau de l'hôtellerie-restauration, moi je sais que j'ai pas de réel souci par rapport à ça. Non, c'est plus effectivement, plus les parents qu'il faut peut-être séduire aussi par rapport à l'apprentissage, à ces métiers-là. Ils ont peur effectivement de se dire, donc on va aller mon fils ou ma fille. Voilà, donc il faut aussi sécuriser les parents par rapport à tout ça. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous vous déplacez dans les collèges carrément pour... Oui, alors moi j'ai mon rôle effectivement entreprise et j'ai aussi un rôle de promotion. Donc on va dans les collèges pour discuter, pour déjà parler de l'alternance, qui est très important parce que c'est vrai que c'est un changement entre le collège et le lycée. Ils n'ont plus de vacances scolaires, ils rentrent vraiment dans le monde du travail. Donc c'est vrai qu'ils ont des semaines à 35 heures, voire 39 heures, un peu plus. Ils travaillent le week-end quand les autres copains et copines s'amusent, c'est ce que je leur dis. Oui, donc il y a un temps d'adaptation parce que c'est fatigant, bien sûr. Donc effectivement, on leur présente ces métiers-là, voilà. Mais il y a des inconvénients, c'est ce que je disais, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. C'est qu'ils sont vraiment dans le monde professionnel, ils vont avoir de l'expérience professionnelle, qu'effectivement, quand ils font des stages, ce n'est pas du tout la même chose. Donc on parle beaucoup de ça. Dans votre politique d'école, j'allais dire, vous accueillez actuellement 520 jeunes. Combien pouvez-vous en accueillir? Jusqu'à combien d'élèves pouvez-vous monter? La capacité de l'école, 550 à peu près. 550, 560. Voilà, donc il y a quand même pas mal encore de possibilités pour l'année prochaine. En service en salle, même pour maintenant, on a encore des places disponibles en bac pro service en salle. Et là, on peut intégrer n'importe quand dans l'année? Alors, au niveau de la formation, alors les jeunes, ils ont quand même jusqu'au 31 décembre pour trouver une entreprise. Bon, ça ne posera pas de problème parce que j'ai plus d'offres, effectivement, que de jeunes. Donc, voilà, nous, on essaye jusqu'à peu près mi-octobre, fin octobre, parce qu'après, ils ont quand même un grand décalage avec les jeunes qui ont commencé en septembre. Donc, en fonction du jeune, de ce qu'il a fait comme parcours. Est-ce que ça veut dire que vous, comme école, il faut que vous réadaptiez vos formations un peu, peut-être par session semestrielle, comme font d'autres écoles, peut-être? On essaie de toute façon, si possible, d'avoir tous nos jeunes avant le 30 octobre, comme je vous dis, parce qu'après, c'est trop compliqué pour qu'ils puissent rattraper. Et après, nous, on commence à refaire du recrutement à partir de janvier pour la rentrée prochaine. Voilà. Est-ce que c'est payant pour les parents et combien ça coûte l'école Ferrandi? Alors la formation est gratuite. Les parents payent l'uniforme parce qu'ils sont tous en uniforme, nos jeunes. Donc ils ont effectivement l'uniforme à payer. La formation est gratuite. Les jeunes sont rémunérés en fonction de leur âge et de leur année de formation avec le contrat d'apprentissage. Mais la formation effectivement est gratuite par rapport à l'apprentissage. Juste l'uniforme et la mallette cette année effectivement a été offerte par l'établissement. Parce qu'ils avaient une mallette de cuisine aussi à acheter avant.
Merci Sophie Huet, c'était très clair effectivement. Donc on a bien compris des jeunes qui finalement ont évolué. Ils vont très vite à rayer une entreprise de la carte. Des demandes différentes. Mais malgré tout, ce qui reste, c'est la passion et la motivation pour faire ces métiers magnifiques de la restauration et du CHR. Exactement. Yann Aran, on parle de de l'attente des jeunes et je voudrais savoir, alors on se doute bien qu'elles ont évolué, vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes apprenti en bac pro en service en salle. Est-ce que on parle plus de développement durable, de circuits courts, bio, et puis aussi de sens au travail, de bienveillance? Est-ce que ça, c'est 3 thèmes qui vous parlent, vous les jeunes? Oui, c'est-à-dire? Mais moi, par exemple, je parle pour mon cas dans le groupe Bertrand. Dans lequel vous êtes, oui. Voilà. On a signé là récemment une convention sur le développement, par exemple, des saisonnalités. Donc, par exemple, on va avoir des choses qu'on proposait avant la carte qu'on n'aura plus, car on suit la saisonnalité, la durabilité aussi avec la pêche. À la carte, vous voulez dire? Exactement. Vous allez supprimer, je répète. Exactement. On va respecter vous allez supprimer des plats pour respecter la saisonnalité des produits. Exactement. On ne va plus proposer, par exemple, des fraises en novembre, comme vous pouvez le faire hiver, avant. Voilà. Ou certains poissons également qui sont en mode de disparition. On va les préserver, donc on les proposera moins à la carte. Ou si on va les proposer, ça sera de meilleure qualité. Voilà, on va vraiment spotter la saisonnalité. Après, on a été aussi sensibilisé, sur le bien-être en entreprise. Ça, on a des stages qui ont été réalisés par le groupe Bertrand à la Brasserie La Lorraine. Donc, on va nous apprendre à comment s'adapter, comment gérer son stress, parce que c'est vrai que c'est un métier très stressant, qui peut être... quand vous êtes très jeune, moi je sais quand j'arrivais à 16 ans, vous quittez votre collège, on vous met dans une brasserie avec plus de 200 couverts en capacité, vous faites 150 couverts en un service, vous avez un peu les chocottes. Mais après, on vous détend, on vous met à l'aise et on vous apprend à gérer vraiment ce stress, à savoir en parler à un membre de la direction, à son patron, à un maître d'hôtel, à un chef de rang. Voilà. Et puis on vous met même, dans mon cas je sais, vous êtes par binôme. Au début, j'ai été par binôme. J'ai été mis avec un chef de rang qui était mon tuteur, où je pouvais me confier. En fait, on a besoin de se rassurer. Exactement, on a besoin de se rassurer, c'est ça, exactement. C'est un changement, c'est ce que je dis à Muet. Quand vous avez 15 ans et que vous finissez votre collège et que vous êtes baigné dans le monde déjà de l'alternance, ça vous fait un grand choc. Donc on a besoin d'être rassuré, à être protégé, à savoir qu'on est soutenu derrière. Ferrandi l'est, mon établissement l'est, le groupe Bertrand, pour mon cas, l'est. Donc voilà, c'est important, il faut être soutenu, parce que nous, on n'est pas habitués à ça. Être considéré comme des adultes à 15 ans, ça fait bizarre. Vous recevez votre premier fiche de paye, on vous dit, ça y est, maintenant, t'es majeur, c'est fini, papa et maman sont plus là, ou t'es mineur, mais papa et maman seront moins derrière toi, vous prenez le train à telle heure pour vous rendre... Vous rentrez vraiment dans la vie active, dans la vie adulte. Mais après, ça vous déclenche chez vous, on va dire, une confiance en soi. C'est vraiment ça, parce que vous parlez, par exemple, je parlais avec des amis qui sont au lycée général, ils vont pas du tout avoir la même vision que moi. Parce que vu que je suis dans le métier déjà et dans le monde du travail, depuis un certain temps, on sait de quoi on parle. Et puis on a des choses, on va avoir des réflexions autres qu'on pouvait avoir quand on était au collège. Oh, ça, on verra ça, on a encore bien le temps. Et finalement, non, on est en plein dedans et ça va très très vite. Donc, non, franchement, c'est important. Et oui, pour répondre à vos questions, oui, on a ça, on a des soutiens. Et donc, vous êtes sensible à tout ça, à ces trois thèmes. Oui, c'est important. Pour moi, je trouve ça essentiel. Et puis, je voulais aussi rajouter, c'est que maintenant, l'hôtellerie et la restauration doivent évoluer. Le monde change, il faut suivre cette évolution, il faut s'adapter aux jeunes, à notre système à nous. C'est vrai que des fois, on peut être difficile, mais il faut savoir s'y adapter. Et des fois se confronter, parce que maintenant les jeunes osent ouvrir leur voix, osent dire non, ça ne va pas, et il faut l'accepter, il faut le modifier. C'est difficile ça? Vous voulez dire que... Est-ce que c'est difficile de parler quand on est jeune, de dire ce qu'on pense? Ça peut l'être. À 15 ans, à 15 ans c'est difficile. Alors après, on travaille dessus. Moi je vois des fois à Ferrandi, avec mon prof de salle ou d'autres profs, on va travailler là-dessus sur comment... discuter, comment engager une conversation avec son patron, avec un employé, mettre des choses qui ne vont pas, on va les adoucir, on va essayer de trouver des mots.
comment savoir également enclencher une discussion avec un client, parce que quand vous sortez du collège et qu'on met face à un client, c'est difficile. Donc on va apprendre ça, on va avoir des cours là-dessus. Donc oui, ça peut être difficile au début, mais après non. Et puis il faut oser, il faut vraiment oser. Il faut oser en parler, que ce soit à l'école, à un patron, à son chef de rang, à un maître d'hôtel. Il faut parler à quelqu'un. Il faut parler, absolument. Il ne faut pas garder ça pour soi, parce que sinon ça va se ressentir, ça va se ressentir sur son état à l'école, sur le service. Ça va se ressentir, forcément. Alors, on parle aussi de tri des déchets. Est-ce que ça, vous le mettez en place également? Est-ce qu'également les clients, on parlait des circuits courts, du bio, que vous allez donc, par exemple, là où vous êtes, ça y est, ils s'y mettent. Est-ce que le client, lui, en même temps, vous pose des questions sur tout ça? Oui, les clients, oui. On commence à avoir des discussions là-dessus, ou des réflexions des fois. Ça peut être aussi des réflexions. Ah, tiens, vous avez tel produit alors que c'est pas la saison. Ou, on va avoir ça. Par exemple, sur des quantités également. Est-ce que ce sont des grosses quantités? Ce sont des plus petites quantités, ça va être vraiment maintenant des remarques qu'on va avoir de plus en plus souvent. Par exemple, ça peut être sur une pièce de bœuf, elle fait tel gramme parce que j'ai une petite faim, je vais pas en prendre une grosse parce que j'ai peur que ça soit jeté, etc. Ou qu'est-ce que vous faites après de vos restes? Ça, des fois, ça peut arriver qu'il y ait certaines questions comme ça là-dessus. Et je pense que le monde évolue et nous avons pris conscience, et la Covid nous a fait prendre conscience de ça, je pense. Que finalement, notre terre, elle est précieuse. Et donc, il faut s'y mettre. Il faut absolument s'y mettre. Et je croyais que les doggy bags étaient obligatoires et qu'on devait partir avec ces restes. Mais on peut. Où dans les brasseries? Mais nous, on vient de s'y mettre et on en a. Donc, si vous venez à la Lorraine et que vous ne finissez pas votre plat, vous pouvez le remporter. Voilà. Dans un petit doggy bag. Voilà. Exactement. Parce que ça se fait beaucoup aux États-Unis. Bien sûr. Ça, et ben ça commence à se faire en France. Ça a encore du mal à s'y mettre. Mais moi, je pense que ça va s'y mettre. Comme les pailles, par exemple, nous, ne proposons plus de pailles en plastique. Ça va être vraiment des pailles en carton. Je reviens sur vous, Yann Arand, en tant que jeune. Finalement, quand vous êtes à la recherche d'un établissement, qu'est-ce qui vous séduit en priorité si vous êtes devant un chef d'entreprise? Ce qui va me séduire en premier, ça va être le nom de l'établissement. Le nom et la renom de l'établissement. Si vous mettez, par exemple, c'est quelque chose de tout bête, le Peninsula, même si je ne connais pas le patron ou quoi que ce soit, ça va être le nom qui va me marquer. Après, je vais essayer d'aller chercher plus loin. Il faut toujours aller chercher plus loin. Donc ça veut dire que vous êtes accro sur les réseaux pour voir oui, bien sûr, totalement. Un jeune, ça va marcher comme ça. Moi, nous, on en parle avec nos amis, ça va être ça. Ça va être surfer sur tous les grands sites, Instagram, Facebook. Ça va être chercher qui fait les meilleures vues, quels sont les plus grands noms, les chefs, etc. Les interventions, ça va beaucoup aussi jouer sur la communication, comme vous en parliez. Les influenceurs, si des groupes comme nous, on fait maintenant appel à des influenceurs parce qu'on sait que ça va capter tout de suite. Et c'est ça maintenant, il faut jouer là-dessus. Il faut jouer sur son temps finalement. Le temps des réseaux sociaux et de la communication en ligne, ça va être vraiment crucial. Et nous, les jeunes, on est vraiment attirés là-dessus. C'est fini le mode papier, la petite annonce. Non. Ça vous agace à la limite? On vous demande de faire une lettre, ça vous agace? On vous demande d'écrire une lettre de motivation? Non, ça va. Enfin moi personnellement, non, ça va pas m'agacer. Au contraire, ça va m'apprendre à réécrire. C'est ce qu'on oublie un peu en ce moment. Donc vous allez faire attention aux fautes d'orthographe. Voilà, on va faire attention aux fautes d'orthographe et puis on va adapter son vocabulaire. On va finir le mode hashtag ou le mode SMS, ça va être fini. Il faut se remettre à écrire. Non, c'est intéressant, ça, il faut l'entretenir, ça, parce que la langue française, c'est également très important. Donc il faut l'entretenir. Et donc c'est important aussi de faire des lettres parce qu'il faut savoir aussi comment s'exprimer quand on fait un mail, etc. Une écriture, ça va être important. Oui. Et vous, les réseaux sociaux que vous, en priorité, vous les jeunes que vous préférez, c'est lesquels? Quels sont-ils? Citez-nous les noms que vous Ça va utilisez. être Instagram, ça va être Facebook, ça va être Snapchat, ça va être Facebook, ça va être TikTok, ça va être vous en avez plein. Vous avez une palette aussi. Mais voilà, les principales, ça va être Instagram, Snapchat, TikTok. Même plus TikTok avant Instagram. Toujours dans cette filière-là. Voilà, justement, merci pour toutes ces réflexions. Yann Arand, c'était très intéressant. Je pense que ça va intéresser beaucoup de restaurateurs, de chefs d'entreprise, qu'ils soient dans l'hôtellerie ou dans la restauration. Et justement, Christian Navet, j'imagine que vous avez pris plein de notes. Oui, j'ai pris plein de notes et je voudrais réagir rapidement sur 3 choses. La première, c'est entre vendre son entreprise ou vendre un métier,
c'est deux choses différentes. Vendre son entreprise, vendre son établissement, évidemment, ça doit être le chef d'entreprise, il doit s'améliorer, il doit développer ses outils avec réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est important. Et je crois que là, on a comme 90% de nos métiers, enfin, de nos entreprises ont moins de 10 salariés. C'est quelque chose, on est très en retard. Et vendre un métier, alors je dirais pas que c'est les chefs d'entreprise spécialement, parce qu'on arrive à le vendre beaucoup plus mal, enfin on le vend mal, alors que les jeunes, moi j'ai fait des salons pour justement vendre les métiers, il y avait des jeunes qui venaient me voir, et ceux qui vendent le mieux le métier, c'est les jeunes. Les jeunes qui parlent à des jeunes, c'est beaucoup mieux, ils ont la même façon de parler, et ça passe très bien. Et quand on entend le jeune qui est... D'ailleurs, je ne sais pas quel âge il a, mais je trouve qu'il est très mûr. Quand on l'entend parler du métier, bien évidemment, on est emballé. Ah bah on est bluffé, voilà. Oui, parce que d'autant que Yann Aran a 18 ans, Christian Navet. Alors, oui, vous dites que c'est les jeunes parlent aux jeunes, effectivement, mais quand même, l'impulsion, ça s'appelle un investissement en marketing, c'est quand même le chef d'entreprise qui doit investir, même s'il dit à ses salariés d'aller séduire des plus jeunes. Merci Christian Navet pour cette conclusion. Je rappelle que vous êtes le vice-président général de l'UMI Paris-Île-de-France. Je voulais dire quelque chose d'important. Pardon, allez-y. Vous me parliez des partenaires entre les organisations syndicales et patronales, qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble, etc. Et je voudrais rebondir sur l'apprentissage. Faut pas oublier que normalement, quand vous voulez un apprenti, vous devez passer un permis de former. C'est obligatoire. C'est pour développer les compétences pédagogiques, de tutorat. Et c'est obligatoire depuis 2013. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait en négociation entre les partenaires sociaux. Merci beaucoup de l'avoir rappelé. Effectivement, c'était important, Christian Navet. On va passer la parole maintenant pour conclure également à Jean-Philippe Delcourt. Je rappelle que vous êtes le directeur territorial de Pôle emploi en Val d'Oise. Alors, je vais faire vite, je vais rebondir sur 3 choses. En effet, l'alternance, c'est une chance, qu'on soit jeune ou moins jeune. En effet, il y a plus de 8100 alternants dans le Val d'Oise à l'heure actuelle, dont une partie en effet dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en effet, c'est entreprise. Nous avons besoin de vous, en effet, pour vendre votre marque et vos métiers. Et en effet, séduire les jeunes et moins jeunes pour venir travailler chez vous et donc trouver vos compétences de demain. Et enfin, du coup, faites-nous part de vos besoins. En effet, en toute transparence, on vous aidera à trouver des solutions qui vont bien et on le voit bien, ça marche. Tous ceux qui nous font confiance trouvent des compétences dont ils ont besoin. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur Pôle emploi, je vous invite à réécouter l'émission que nous avons fait ensemble, Jean-Philippe Delcourt, il y a 2 jours, où là, on a brossé justement la nouvelle formule de Pôle emploi qui s'est quand même beaucoup rajeunie et qui est très, très active, il faut l'avouer, puisque vous avez 70 conseillers pour l'entreprise, c'est quand même énorme en Val d'Oise, et 300 conseillers qui traitent les dossiers des chercheurs d'emploi. En tout cas, merci à tous pour cette émission, je rappelle, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Merci à tous pour votre présence dans ce studio éphémère Bar de l'économie, et bien sûr, à demain. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le Bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous.